Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver, de retrouver Emmanuel Colas et pour le coup un de ses auteurs qu'elle apprécie particulièrement. Et dans le livre, il y a une phrase qui dit: Dans la vie, tout est question de timing. Eh bien en effet, tout est question de timing ce soir et je suis ravi de vous recevoir et de découvrir votre plume, Walid, parce que c'est un roman d'une immense densité et on a beaucoup de choses à se dire ce soir. Parce qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont évoquées et avec un sacré style, avec en tout cas de fort belles manières. Alors avant de nous dévoiler l'envers du décor, Walid, de ce roman et de votre œuvre en termes généraux, parce que j'ai l'impression qu'il y a une œuvre derrière qui se dessine, et on parlera du premier roman qui a été finaliste du Goncourt du premier roman. Mais avant cela, j'aimerais qu'Emmanuel vous présente en tout cas la découverte de Walid Hajar Rachedi et notamment les liens ensuite en tant qu'écrivain et en tant qu'éditrice dont vous faites part. Merci Anthony, bonjour à tous. Cela me fait très plaisir de vous retrouver ce soir, notamment autour de Walid, puisque pour moi, comme vous le savez, je publie très peu de livres en une année, en général entre 5 et 6 livres. Ce sont tous des choix, ce sont toujours des rencontres. Et cette fois, je vous présente Walid Hajar Rachedi, que j'ai rencontré maintenant il y a, je ne sais plus, 2 ans. 2 ans, ça fait seulement 2 ans et j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps parce que c'est une rencontre qui m'a marquée, d'abord avec, non seulement la rencontre avec quelqu'un, une personne, un auteur que je pense être un très grand écrivain qu'il faut suivre, et puis une œuvre qui s'inscrit voilà, dans le temps, et que l'on doit là aussi suivre. Alors la première rencontre a été autour de qu'est-ce que j'irais faire au paradis. On a travaillé assez vite ensemble. Ça a été, comme je le dis, une rencontre, et on s'est battus ensemble parce que pour moi, ce qu'écrit Walid, que ce soit dans «Qu'est-ce que j'irai faire au paradis?» et encore plus dans «Nos destins sont liés», c'est encore plus, ce qui s'inscrit vraiment dans la même, ligne, dans la même œuvre. C'est, la France à laquelle je crois, c'est, toutes les thématiques qui sont, abordées, pour moi, recoupe beaucoup de mes convictions, et comme je suis d'abord un éditeur de convictions, quand Anthony m'a demandé qui je voulais présenter dans cette rentrée, eh bien d'abord, c'était Walid Hajar Rachedi avec «Nos destins sont liés». Je pourrais dire beaucoup de choses. Là, je ne veux pas, je veux vraiment que l'échange se fasse entre vous. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Mais voilà, entrez dans le texte, écoutez Walid, échangez, et c'est ce qui me fera le plus plaisir ce soir. Merci. Et c'est ce qu'on va faire. Alors Walid, on vous reçoit pour ce roman «Nos destins sont liés». Et en effet, les destins sont liés, c'est le moins qu'on puisse dire. J'aimerais que vous nous parliez de vous déjà, dans un premier temps, pour vous connaître davantage. Vous avez grandi en banlieue parisienne, vous avez vécu dans différents pays, et c'est peut-être aussi cette richesse-là qui vous apporte une patte supplémentaire dans votre écriture. En tout cas, j'ai l'impression que la richesse des voyages vous a facilité la vie, notamment au niveau du style. Et vous dirigez également, vous êtes cofondateur et directeur de publication de Friction, un média en ligne qui est bilingue et qui raconte en texte et en podcast l'intime de nos sociétés mondialisées. Et ça aussi, on pourra en parler parce que c'est aussi un roman d'actualité, malgré la période qui date déjà d'une vingtaine d'années. Mais c'est là aussi où vous tirez votre épingle du jeu de cette rentrée littéraire, à mon sens, avec un roman extrêmement dense, fourni, actuel, qui raconte la France d'aujourd'hui et d'hier, et sûrement celle de demain. Mais j'aimerais que vous nous parliez de vous, j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours et de votre parcours littéraire notamment. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, un grand merci de me recevoir pour cet échange. C'est la première fois que je vais avoir l'opportunité de parler de Nos destins sont liés pour cette rentrée littéraire.
Donc c'est vraiment chouette de le faire dans ce cadre-là, et surtout avec pas mal de personnes qui ont lu notamment Qu'est-ce que j'irais faire au paradis, certaines qui ont déjà lu Nos destins sont liés. Donc voilà, je salue tous les lecteurs, lectrices, les personnes qui me suivent notamment sur Instagram. Euh, Première chose. Et effectivement, pour me présenter brièvement, donc moi je suis né en France en 81, j'ai d'avoir 42 ans, et voilà, j'ai fait des études d'abord plutôt dans le domaine du numérique, et puis dans des écoles de commerce. Et j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le privé, plutôt dans le conseil. Et c'est vrai qu'en parallèle de ça, voilà, j'ai toujours été lecteur. Voilà, moi, j'ai un milieu de classe populaire. Mes parents sont des immigrés algériens. C'est vrai que le livre a toujours été assez central à la maison. J'habitais au Perreux-sur-Marne, donc c'est la, c'est pas très loin de Vincennes. C'est pas forcément une banlieue HLM, c'est une banlieue petite bourgeoise. Et après, j'ai déménagé à Évry-Courcouronne quand mes parents sont séparés. Donc, déjà, on va dire, il y avait déjà plusieurs univers, voilà, que j'ai finalement assez jeune traversé. Et puis, évidemment, les vacances en Algérie. Et dans ma carrière professionnelle, c'est vrai que j'ai eu l'occasion et pendant mes études, de voyager. D'abord, en première expérience étrangère, c'était au Mexique pendant un an, puis aux États-Unis pendant un an et demi, au Brésil. Bref, j'ai visité une soixantaine de pays, je pense, les 15 dernières années. Et c'est vrai que, voilà, comme je le dis souvent, j'ai du mal parfois à me souvenir dans quelle langue la situation se passait. Donc là, c'est vrai que voilà ce qui me définit, ce que j'aime explorer dans les textes que j'écris, que je lis. En tout cas, c'est la création d'univers. Et c'est vrai que voilà, en tout cas, je suis très heureux de la publication de ce roman parce que voilà, ça fait 20 ans en fait que les personnages ont émergé. Il y a une vingtaine d'années où j'ai commencé en fait à écrire ce texte. Qu'est-ce que j'irais faire au paradis finalement? C'est ce qui se passe dans la même saga, et justement, je l'écris parce que j'avais pas encore réussi à trouver la bonne maison d'édition, et je remercie infiniment Emmanuel, voilà, de sa confiance, de son acuité, de sa justesse dans ses remarques, et aussi voilà, vraiment capable d'aller au fond des choses, parce que voilà, c'est ce que cherche un auteur, c'est d'être accompagné. Alors justement, je rebondis là-dessus. J'avais une autre question avant, mais je rebondis là-dessus par rapport au travail d'éditrice et d'auteur, parce que vous touchez des matières sensibles, des thématiques sensibles qui peuvent en effet avoir des répercussions parfois. On a vu certains livres parfois qui ébouillantaient une certaine société. Comment vous mettez la limite? Est-ce que vous mettez des limites à ce que vous écrivez, notamment sur les thématiques de l'identité, sur les thématiques des banlieues notamment? Est-ce qu'il y a des points d'ancrage où vous vous dites, en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur, là, est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce qu'on ne va pas trop loin? Est-ce que les mots sont infinis? Et je vais laisser Emmanuel peut-être répondre là-dessus, puis je parlerai plus du travail, enfin, que j'essaie de faire, mais je pense qu'elles sont assez philosophiques finalement. Alors, vous voulez que je réponde un peu sur ça? Si j'ai bien compris, c'est pour me relancer. Moi, quand je lis un texte, comme je l'ai fait, et pour Walid, d'abord, je suis entrée dans Qu'est-ce que j'irais faire au paradis, et puis très vite, en fait, je suis rentrée dans Nos destins sont liés, qui ne s'appelait pas comme ça, et qui n'avait pas encore la forme qu'il a aujourd'hui, puisque, comme il vous l'a dit, c'est un texte, ce sont des personnages qui ont été créés, donc qui ont émergé il y a 20 ans. C'est un texte que Walid a porté pendant 20 ans, et avec toute la fougue qu'on peut avoir à 20 ans, la rage, tout ce qu'on peut imaginer qui sort comme ça, qui jaillit. Et le travail qui est important dans ces cas-là, c'est à la fois de respecter le projet. Walid a un projet romanesque fort, et aussi il a un projet, je dirais, de vie et un regard sur le monde qui est important. Donc ça, c'est quelque chose où il faut le respecter, et d'autant plus qu'il a une langue. Et cette langue, elle est vraiment, moi je la trouve extraordinaire. Et à la fois, il fallait arriver ensemble à faire aboutir ces deux textes pour qu'ils trouvent le lecteur. Parce que quand vous écrivez pendant 20 ans avec des personnages, vous les connaissez très bien, vous leur donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace, vous êtes dans une chronologie qui est la vôtre, vous êtes dans une langue qui est la vôtre. Et moi, finalement, mon rôle, c'était de lire et de dire, là, tu ne crois pas que c'est un peu too much? Là, je ne suis pas sûre.
moi, aujourd'hui, j'y crois pas tout à fait. Ou là, c'est sûr. Vous voyez, quelqu'un qui regarde, qui a un énorme respect du texte, de l'œuvre, parce que je suis convaincue qu'il a une œuvre et qu'il faut je vous l'ai dit. Mais à la fois, il faut ce regard, à la fois cette distance qui permet de faire aller encore plus loin. Et j'ai beaucoup aimé le travail qui a été fait par Walid. Nous l'avons accompagné en, il y a eu plusieurs, je dis nous parce que je n'ai pas été la seule lectrice dans la maison. Nous l'avons accompagné avec on avait des points de vue différents, on était toutes différentes, et du coup d'essayer de lui dire, tiens, tel personnage, moi je le sens pas, et du coup lui, automatiquement, il répondait, donc il le défendait, donc au bout du compte, ça modifiait des choses, mais le travail vraiment... et à la fois le travail que fait Walid dans son écriture, dans sa langue, est très abouti. Donc, je vais vous dire, c'est vraiment jouissif de travailler avec Walid pour un éditeur. Et ça, je le dis, je le défends à la fois cette langue, ce projet, et je vous dis ce qu'il porte aussi quand vous le lisez ou quand vous le lirez. Il y a de quoi vous nourrir pour penser. Et c'est ça. Donc, moi, mon rôle, il a été là, d'être aussi, d'y croire, d'être confiante, parce que la difficulté aussi pour l'auteur, c'est de se dire, surtout là, un projet sur 20 ans, je vais y arriver, ou ils vont me lire. Vous voyez, c'est tout ça, ce sont ces doutes absolus qui sont encore présents, c'est normal. Mais au moins, là, on est là où on est. Le livre, il est là, il est pour vous, vous pouvez le lire, et il est très, très abouti. C'est un grand livre. Et voilà ce que j'ai fait, c'est tout. Donc, j'ai accompagné, c'est le mot, c'est tout. Grand merci Emmanuel, j'aurais pas mieux dit sur toute cette partie-là. Alors peut-être juste pour apporter effectivement un éclairage, parce que je pense Anthony que voilà, vous parliez de la question des thématiques et la sensibilité de certaines thématiques. Moi je pense qu'en fait il n'y a pas de thématique tabou en littérature. Je pense qu'il y a nécessité simplement de travailler. Typiquement, on va prendre par exemple un personnage voilà comme Céline de Verrières, donc c'est le personnage, cette jeune fille voilà issue d'un milieu favorisé, qui habite à Versailles, qui est rebelle, qui est gothique, etc. Donc, il peut y avoir au départ la tentation finalement se dire, voilà, je vais y aller avec un regard presque de touriste, c'est-à-dire je prends ma caméra et puis je commande, comme parfois le font beaucoup d'auteurs sur des choses ou d'autrices sur des choses qui ne connaissent pas. Mais je trouve que justement, plus on s'éloigne en fait d'univers sur lesquels on n'a pas forcément une très grande connaissance, plus du coup ça requiert du travail. Ça veut dire c'est quoi le travail? Ça veut dire se rapprocher de personnes peut-être qui ressemblent à ces personnages, être à l'affût en termes de retour, être très attentif à la question de la langue, à douter sur est-ce que vraiment la situation est plausible, est-ce que ça ressemble à ça, etc. Tout n'a pas besoin d'être réel, mais il faut que ça soit plausible. Et donc ça, c'est pour, on va dire, des milieux pour lesquels peut-être j'ai moins de licence poétique parce qu'on se dit, bah tiens, il s'appelle Walid, est-ce qu'il va savoir ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille de 17 ans qui habite à Versailles? Et à contrario, finalement, peut-être c'est encore plus difficile d'écrire sur des personnages qui ressemblent à soi. D'abord parce que, en vérité, moi, je crois vraiment au pouvoir de la fiction, au fait de pouvoir vraiment inventer des mondes et finalement révéler dans la fiction des choses qu'on ne révèle pas dans des récits ou dans des choses beaucoup plus autobiographiques. Et ça nécessite, du coup, quand on a des personnages qui vous ressemblent et qui ne sont pas soi, de prendre une énorme distance. Et du coup, ça nécessite un travail énorme aussi de se dire, par exemple, voilà, sur le personnage de Malek, dans Qu'est-ce que j'irais faire au paradis, c'est un personnage qui est très ancré dans sa foi musulmane, qui est plus jeune, qui a un autre parcours. Et du coup, parfois, il y avait dans certaines réactions, dans certaines actions, l'envie, voilà, finalement, peut-être de calquer ses points de vue. Et en fait, il faut se mettre une sorte de stop en se disant, en fait, c'est mon point de vue, c'est pas le point de vue du personnage. À contrario, Salem, qui est le grand frère, qui est donc dans le deuxième roman, qui est donc plus un financier pur jus, qui est très cartésien, rationaliste, qui est très ambitieux. Et pour le coup, voilà, c'est quelqu'un qui a jamais lu un roman de sa vie ou presque, et en tout cas très peu. Donc c'est pas du tout un littéraire. Donc je me dis, qu'est-ce que doit être une réaction du point de vue de ce personnage. Par contre, oui, c'est sûr que il y a parfois une attente, ou en tout cas par rapport à un certain nombre de thèmes sur lesquels on peut imaginer que j'écris ou sur lesquels j'ai forcément un point de vue.
Ça a pu me servir. Parfois, il y a des gens qui m'ont lu, comme avait dit une personne, il y a des gens qui vont te lire juste pour ton nom et d'autres personnes qui vont jamais te lire juste pour ton nom. Donc, il y a aussi, en fait, c'est cette chose-là qui peut se passer. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, il y a une grosse ambition romanesque derrière ce roman, parce que justement, quand j'avais 20 ans et que je regardais les émissions de talk show, on invitait des auteurs, on invitait des écrivains, des écrivaines, et notamment des écrivains qui avaient grandi en banlieue. C'était des premières œuvres, et en fait, on leur enlevait en fait leurs conditions d'écrivain, on leur enlevait en fait euh, leur qualité d'écrivain, en expliquant que finalement, c'était des sortes de témoins qui racontaient un peu leur vie, donc ce serait des sortes de blogueurs plus plus. Et en fait, on s'imaginait qu'ils faisaient que du témoignage et on leur enlevait en fait la qualité de romancier. Et souvent, ce qui se passait, c'est que ces auteurs-là, quelques exceptions, en fait, ont eu du mal à poursuivre parce que finalement, une fois que vous avez raconté ce que vous avez à dire, enfin, vous avez raconté, entre guillemets, vous avez des premiers récits autobiographiques à 20 ans, bah, derrière, en fait, se relever de ça, arriver à continuer une œuvre, être entendu, crédible, avoir un espace de réception, c'est très, très compliqué. Et du coup, moi, je voulais, dès le début, j'avais cette ambition-là parce que je crois que c'est le pouvoir de la littérature de créer des mondes. Et du coup, bah, quand vous créez des mondes et quand vous avez la vingtaine et vous allez proposer ça, et ben en face, il y a pas forcément tout de suite l'espace en fait pour vous accompagner, comme je disais tout à l'heure. Et puis deuxièmement, je pense que qu'Emmanuel a très bien dit, c'est aussi finalement la maturité, c'est-à-dire, je pense que j'avais une très haute idée de ce qu'est la littérature. Je me suis jamais imaginé que la littérature c'était juste une sorte de autobiographie plus plus mixée avec du blogging. C'est vraiment un vrai travail sur la langue, la forme, le propos. Bah en fait ça nécessite du temps. C'est du temps, surtout bah comme moi. Quand on vient voilà, d'un parcours transfuge de classe où à côté, il faut travailler, il faut faire plein de choses. Donc, on n'a pas non plus des années vides dans lesquelles on va faire qu'écrire. Et aussi la vie qui se passe à côté, c'est très bien. C'est vrai que dans ces auteurs-là dont vous parliez, on peut penser peut-être à Abd al-Malik, qui a eu en effet ce type de parcours. Alors c'est vrai que c'est un roman très littéraire, parce qu'on croise Kundera, on croise Gary, Kafka, Sartre, et même Deleuze. Et ça, c'est intéressant parce qu'on y voit aussi toutes vos, pas forcément vos influences, mais en tout cas votre amour de la littérature. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lien avec les mots et la littérature, notamment de Sourire de loup de Zadie Smith, qui apparemment est votre ouvrage, on peut dire ouvrage fétiche peut-être, et qu'on connaît peut-être peu en France, Zadie Smith, et peut-être un petit peu moins connu en France que beaucoup d'autres auteurs étrangers. J'aimerais que vous nous parliez de ça, de votre attache à la littérature et au fait d'y avoir incrusté dans ce roman-là, qui est quand même un roman très parisien, en tout cas périphérie et Paris, mais en tout cas, vous y avez incrusté beaucoup de littérature, comme si vous vouliez dire la littérature ne sauvera peut-être pas tous les personnages, mais en tout cas, il y a ce lien qui se crée avec Salem notamment. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que voilà, la littérature et la lecture a toujours occupé pour moi une place essentielle. Je pense que moi, j'ai été longtemps en fait enfant unique hein, de mes deux parents, donc c'est vrai que je trouvais dans le fait de lire des histoires une forme de refuge, une forme d'évasion. Aujourd'hui, voilà, les activités numériques, les loisirs sont vraiment omniprésents. Mais c'est vrai que fut une époque où voilà, finalement, quand on vient d'un milieu populaire, on n'avait pas forcément beaucoup de loisirs. Donc moi, j'avais quoi? J'avais le Club Dorothée et la bibliothèque. Donc c'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs que parfois je fais des références à des mangas ou même il y a parfois des scènes qui ressemblent à ça. Mais bon, pour revenir sur la littérature, c'est vrai que voilà, moi j'ai par exemple le souvenir d'une lecture quand j'avais 9 ou 10 ans de Joseph Joffo, donc Un sac de billes. Et c'est vrai que voilà, ça raconte l'histoire de deux frères juifs qui l'échappaient belle au milieu de la France occupée. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé le pouvoir de la littérature. J'étais voilà, diamétralement opposé, en tout cas en termes de vécu et d'époque par rapport à ces deux personnages. Et en fait, ces deux personnages-là m'ont fait découvrir une réalité historique, un monde, une manière de voir les choses. C'est là où vraiment j'ai réalisé le pouvoir du roman. Et c'est vrai que par la suite, voilà, il y a tout un tas d'auteurs qui m'ont accompagné. On parlait de Romain Gary, c'est vrai que La promesse de l'aube a été voilà, pour moi un grand livre et aussi voilà, le caractère de cet écrivain, globetrotter, minoritaire né, avec plein de multiples vies qui m'a assez fasciné. Et c'est vrai que je parle souvent en fait de Zadie Smith, de Sourire de loup. Donc, Zadie Smith, c'est une auteure qui a explosé donc au début des années 2000, en 2001, avec un roman donc qui est un roman voilà polyphonique qui raconte le monde multiculturel des années 2000 et aussi qui raconte le passé colonial britannique à travers une galerie de personnages. Et en fait, à ce moment-là, quand moi j'ai découvert ça, en fait, ça m'a paru exactement l'opposé de ce qu'on faisait en France, c'est-à-dire que en fait, dès qu'on avait un auteur qui venait des marges, au sens large, bah, en fait, on cantonnait à cette question de témoignage. En fait, là, j'avais l'impression de prendre une vraie écrivaine au sens de, voilà, moi, ce que j'aimais lire quand on lit
Balzac, Zola, etc. Ou quand on lit, je sais pas moi, Les Misérables, on se dit pas que Victor Hugo, c'est Jean Valjean, en fait. On se dit, en fait, il y a quelqu'un qui nous emmène explorer un monde. Et c'est vrai qu'aussi, Zadie Smith, c'est une autrice qui est capable de naviguer aussi entre plein de langues. C'est que pour moi, c'est hyper important d'avoir des références très littéraires, mais aussi de pouvoir faire entrer dedans des vocables, voilà, qui peuvent venir du rap, qui peuvent venir d'autres langues, etc. Parce qu'en fait, la langue, c'est quelque chose de vivant, c'est pas quelque chose de mort. Et moi, j'avais envie d'apporter en fait une pierre, enfin ma pierre à cet édifice-là. C'est vrai que je parle pas mal de Sartre et pas mal d'auteurs existentialistes parce que souvent, en fait, et je comprends le point, hein, c'est qu'on pense que j'écris des romans sur l'identité. En fait, l'identité, pour moi, c'est juste un subterfuge pour parler de romans plutôt existentialistes parce qu'en vrai, les personnages, ils se posent moins la question de leur identité que la question de leur place dans le monde et dans la société. Finalement, l'identité, parfois, aujourd'hui, c'est un mot un peu, c'est une sorte de piège presque. C'est-à-dire qu'on se laisse enfermer dans quelque chose, voilà, on est réduit à son genre, à son origine, à sa religion, alors qu'un individu, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Et en fait, il faut s'autoriser cette complexité, ce changement. Et je pense que la littérature est le lieu à partir duquel on peut raconter ce voyage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Joseph Joffo, c'est une histoire fraternelle. Zadie Smith, c'est aussi. Donc, on a C'est vrai. l'impression que ces deux-là, ces deux figures-là ont forgé, entre guillemets, le livre. J'aimerais bien qu'on parle de cette relation fraternelle parce que vous avez aussi un frère avec qui vous avez créé Friction. Et donc, racontez-nous qu'est-ce qui vous fascine aussi dans la question de la fraternité, puisque les deux romans ont cette question de fraternité et que Malek, le personnage principal dans votre premier roman, et Salem dans le deuxième, donc sont deux frères. Là, pour le coup, qu'est-ce que vous allez aussi nous concocter par la suite dans votre saga? On en reparlera après, mais concrètement, cette question de fraternité, elle est essentielle et c'est peut-être les plus beaux passages de votre livre sont cette question de fraternité à partir du moment où les deux s'interrogent, ou en tout cas quand Salem s'interroge sur la réalité, sur la confiance qu'il a envers Malek. La confiance ou non qu'il a, puisqu'il s'interroge beaucoup, il doute beaucoup, et il se demande tout simplement, si moi je doute, les autres forcément douteront. Non, c'est vrai que cette question-là, en fait, bon, déjà, il y a un rapport évidemment personnel. Moi, j'ai 13 ans de différence avec mon frère. C'est vrai que moi, j'habitais longtemps à l'étranger, donc voilà, je veillais sur lui, mais de loin. Et puis ensuite, finalement, le temps passant, aussi notre relation a muté. Et aujourd'hui, effectivement, on travaille ensemble. Lui, il est journaliste et il a ses sensibilités, ses manières de voir les choses, etc. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, en tout cas sur la question de la fraternité et sur la question de la fratrie, c'est finalement comment dans une même famille, avec deux frères, un frère et une sœur qui ont la même éducation, pourquoi est-ce que les destins divergent? Pourquoi est-ce que l'un va faire ceci, l'autre va faire cela? Qu'est-ce que ça interroge finalement? Avant d'interroger notre place dans une société, notre première place dans le monde, c'est dans la famille, c'est dans les liens qu'on crée avec les siens. Comment est-ce qu'on se situe dans une sorte de chronologie? Alors, on a dans nos destins sont libres de personnages de transfuges de classe qui parfois sont dans une sorte d'illusion, de s'occuper individualiste, de penser qu'ils ne doivent tout qu'à eux-mêmes. Mais en vérité, personne n'est seul dans ce monde, personne n'est une île. Et en fait, on vient tous de quelque part au sens de, on hérite de quelque chose. Et en fait, ce que j'aime bien interroger dans cette question de la fratrie, c'est aussi ce lien-là, c'est la divergence des destins et comment en fait euh, voilà, le rapport au monde. Alors, par rapport à cela, on va rentrer dans le vif du sujet du roman, évidemment, parce que c'est un roman polyphonique, comme Zadie Smith. 5 voix, 5 personnages principaux, même si j'aime pas forcément cette appellation de personnages principaux, parce que tous les autres sont importants aussi, et leur entourage forcément l'est également. Comment on construit un roman au parcours de vie si différent sans s'y perdre? Parce que certains écrivains travaillent sans plan, et là, on a du mal à imaginer une absence de plan pour vous, même si c'est peut-être le cas, mais j'ai quand même du mal à l'imaginer parce qu'il y a quand même différentes époques, il y a différents personnages, il y a différents lieux également, différents lieux historiques. J'aimerais que vous nous parliez de cette difficulté ou cette facilité, peut-être que c'est une facilité aussi pour vous, mais de créer un roman aussi dense sans jamais vous y perdre. C'est ça qui est impressionnant chez vous, c'est que tout paraît si fluide, tout paraît si intelligent, si subtil. Dans chaque chapitre, on a l'impression que vous marchez sur l'eau. Est-ce qu'il y a eu une difficulté particulière pour créer un tel roman? Il y a 20 ans de surcroît, alors à une époque où justement vous étiez au cœur même des événements, et c'est pour ça aussi que c'est un grand roman, c'est que
vous ne l'avez pas écrit aujourd'hui. Et je pense que ça fait aussi une grande différence, c'est qu'on perd parfois les sensations, les éléments d'il y a 20 ans, et là, vous avez cultivé tout ce sel de l'époque, et on s'y croirait tout simplement. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de ça, de cette construction polyphonique à 5 voix. Bon, déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment, il y en a même eu 9. Donc, typiquement, bon, pour ceux qui ont lu le personnage de Djibril, le personnage de David, enfin, il y a des personnages, en fait, j'aurais écrit quasiment un mini-roman dans le roman. Après, c'est juste que ça devenait beaucoup trop complexe et du coup, voilà, il fallait un peu rationaliser. Mais non, en fait, bon, j'apprécie beaucoup évidemment le compliment et ça me touche énormément, mais en vérité, il y a énormément de travail. Il y a des choses qui ont surgi un peu comme ça, mais pour le reste, ça a été énormément de travail. Je crois que j'en ai dû en écrire 18 versions de ce roman. Mais vraiment 18 versions, c'est pas quand j'enlève une page et puis je dis tiens, EV18, quoi. Non, c'est vraiment 18 versions. C'est pour ça que ça a pris aussi pas mal de temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était fait un peu par hasard après cette construction, c'est-à-dire que c'était plus par jeu. Je pense que comme beaucoup de romanciers, en tout cas moi, j'avais une admiration pour le genre de la nouvelle. Alors peut-être aussi parce que j'ai lu à un moment pas mal de littérature latino-américaine, pardon. Et c'est vrai que les auteurs mexicains, les auteurs uruguayens comme Mario Benedetti, c'est des auteurs en fait qui ont cultivé l'art de la nouvelle. Et en fait, j'étais assez fasciné par la capacité d'avoir une chute juste après 2, 3 pages. Et par exemple, dans Destins sont liés, j'essaie de faire presque en sorte que chaque chapitre, ce soit des chapitres presque comme une nouvelle. Et du coup, c'est vrai que pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, vous parliez tout à l'heure du personnage de Mathieu Vincent, juste avant qu'on se connecte. En fait, ce personnage-là est surgé un peu comme ça. Et finalement, dans cette partie que j'avais écrite sur lui, j'écris, voilà, une sorte en filigrane, le personnage de Céline, une jeune femme comme ça, que lui idéalise complètement, un peu une sorte de parisienne de publicité, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, comme lui, justement, il est dans une fiction permanente, on va se dire qu'en fait, ce personnage de Céline, il est complètement l'inverse de ce que lui, il imagine, en fait. Du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans la vie de cette Céline? Et du coup, voilà, je suis arrivé sur ce personnage-là. Et en fait, quand je raconte l'histoire de Céline, j'imagine qu'effectivement, elle est dans une manifestation, elle va croiser un groupe de jeunes lycéens qui, voilà, viennent d'une banlieue parisienne, etc., et qui a une sorte un peu de confrontation des mondes. C'est là que surgit le personnage de Ronnie, etc., etc. Et après, il y avait une autre partie plutôt avec Salem, ou que j'écris de l'autre côté. Et puis en fait, je me suis dit, en fait, ça se trouve, Salem et Ronnie sont en fait, elles habitent dans la même ville, peut-être même qu'ils sont voisins de palier. Et après, du coup, comme ça a été très, très éclaté, ça a été un travail énorme pour du coup réussir à, bah, c'est un peu comme une orchestration, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de musique. Finalement, il y a un côté un peu symphonique, hein, c'est comment est-ce qu'on va accorder tous les instruments. Mais typiquement, par exemple, la ville d'Austin, j'ai jamais mis les pieds. Et en fait, je veux pas y aller. Enfin, peut-être que, à part si le maire m'invite après la sortie, mais en fait, je veux pas y aller parce que j'aime bien l'idée que ce soit un territoire de fiction. Moi, j'habitais à Brie-Court-Couronne et en fait, c'est une banlieue qui est plutôt, alors, il n'y a pas des grandes tours, etc. Et en plus, ça ressemble un peu à la campagne. C'est une sorte de banlieue, mais qui est presque, qui est très verte, etc. Donc, c'est pas les grandes tours du 93 et tout ça. Et du coup, mais moi, j'aimais bien l'idée que ce soit un territoire de fiction. Et en fait, j'ai décidé que ça se passait à Stein parce que c'était en 2004. J'ai lu que pendant une manif, voilà, qui était partie, entre guillemets, un peu en vrille, en tout cas, qui avait dégénéré, il y avait un jeune homme, effectivement, métis de Stein, qui s'était interposé entre les casseurs et, euh, et des jeunes gens d'un lycée plus bourgeois qui se faisaient agresser. Et en fait, je me suis dit, c'est ce genre de personnage que je vois dans la littérature française, parce que je suis un peu fatigué de voir toujours des personnages, voilà, soit des délinquants, soit des gens perdus, etc. Et j'avais envie aussi que, parce que ça correspond aussi à ce que je voyais autour de moi, des gens qui avaient une forme de quelque chose d'héroïque, pas au sens forcément de faire des choses extraordinaires, mais en tout cas de voilà quelque chose de beau et la question et de quelque chose de poétique à raconter. Alors, c'est très difficile ce soir parce que j'ai beaucoup de questions et il va y avoir beaucoup de questions. Alors, je vais essayer d'être très altruiste. J'ai déjà pris la place de Jennifer, pardonne-moi. Et donc, Agnès, c'est à toi. Merci, bonsoir Walid et Anthony et tout le monde. Moi, voilà, j'ai sauté sur l'occasion puisque vous parlez d'orchestration et de mise en musique. Il y a une bande son qui est terriblement présente dans ce livre. Elle n'est pas seulement présente par l'intermédiaire des extraits que vous donnez à lire en italique, mais elle est aussi présente dans le flow, dans le style que vous avez tout au long des différents personnages, et pas seulement
les personnages qui viennent des banlieues ou des quartiers, mais vraiment tous les personnages. Moi, j'ai trouvé ça vraiment admirable. Est-ce que vous écrivez en musique, sans musique, en pensant à l'avance aux morceaux qui vous inspirent, ou alors ils vous tombent comme ça un peu par hasard? Comment vous travaillez par rapport à toutes ces références musicales? Et est-ce que c'est important pour vous? Et je rajouterais Walid, qu'un personnage, Ronnie, crée des bandes originales pour chaque individu. Et ça, c'était une idée Oui, admirable. Et j'imagine oui, que oui. c'est la vôtre aussi, qui, à travers le livre, en tout cas, vous la ficelez de cette manière-là. J'ai été surpris que d'ailleurs qu'elle ne soit pas en fin d'ouvrage, potentiellement. Ça aurait pu être aussi une idée. Je sais que certains éditeurs le font parfois. Mais c'est vrai que la question de la musique est capitale. Bonsoir Agnès, merci beaucoup pour cette question. Et effectivement, je vous confirme que la musique est quelque chose d'omniprésent. En fait, ça correspond aussi à l'âge où j'ai commencé à écrire, où en fait, je me suis autorisé à écrire parce que, comme je vous ai dit, je viens d'un milieu populaire et pour moi, en fait, les écrivains étaient un peu des... Il y a quelque chose, en fait, de... Je sais pas, c'est comme si je vous disais, vous allez être astronaute, quoi. Donc, pour moi, il y avait des choses qui étaient... qui paraissaient très éloignées dans le fait d'écrire des romans. Et c'est vrai que les premiers voilà, on va dire les figures publiques auxquelles je peux m'identifier et qui écrivaient des histoires, bah, c'était les rappeurs. Et en tout cas, voilà, c'était des gens voilà, qui racontaient des histoires auxquelles je peux m'identifier. Et on était ouais, dans les années 90 à l'âge d'or du rap français aussi, un moment où le rap était en tout cas, à mon goût, un peu plus lettré, en tout cas plus centré sur le texte. Aujourd'hui, c'est plus la mélodie. Et c'est vrai que du coup, en fait, l'envie d'écrire des histoires, c'était aussi l'envie voilà, d'avoir quelque chose qui sonne. Voilà, sans citer Flaubert, mais enfin voilà, vous avez compris l'idée, hein, c'est que moi j'ai envie qu'on quelque chose qui sonne à l'oreille, et j'ai envie qu'il y ait un flow. Voilà, je suis pas rappeur, mais j'ai envie qu'en tout cas qu'il y ait un rythme. En tout cas, pour moi, j'arrive pas à être juste dans le personnage si j'entends pas sa voix. Et parfois aussi dans la création même des personnages. En fait, parfois c'est dans une musique, dans une chanson, juste parfois trois mots où j'ai trouvé en fait, l'inspiration pour créer tout un univers autour du personnage. Souvent, moi, ça part de choses assez simples. Et c'est vrai que du coup, pour chacun des personnages, moi, j'ai une vision, en fait, et je pense à eux comme je pense à des gens que je connais très bien. C'est-à-dire que je pourrais vous dire qu'est-ce qu'ils aiment écouter comme musique, qu'est-ce qu'ils lisent, leur biographie amoureuse, où est-ce qu'ils ont voyagé, etc. Donc, comme c'est des personnages avec lesquels je vis depuis très longtemps, du coup, pour moi, ça me paraît naturel, en fait, de parler de leur goût. Et dans ce goût-là, il y a effectivement la question de la musique. Et enfin, pour finir de répondre là-dessus, c'est vrai que, comme pour moi, l'ensemble de l'œuvre, enfin, en tout cas, de ces romans-là, c'est un peu c'est des fugues, hein, c'est des variations autour des mêmes thèmes avec différentes voix et des contrepoints. Du coup, pour moi, évidemment, il y a la question de la musique. Et j'avais aussi envie de mélanger les différents styles. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de Ronnie ou de Mathieu, on parle pas mal de rap, mais Lisa, elle a plutôt une éducation assez classique avec voilà de la musique classique. Céline, c'est plus rock. Je fais beaucoup aussi d'allusions à la chanson française, alors indirect, mais il y a France Gall, il y a un certain nombre de choses. Alors parfois c'est des micros emprunts. Mais en tout cas, voilà, pour moi, j'ai toujours été très habité par les paroles de chansons et ça fait partie de mon éducation littéraire. Et on précise, alors je sais pas, j'espère que c'est pas une question d'une des lectrices, mais que les deux romans enfin, ont des personnages, en tout cas qui se rejoignent, mais on peut les lire de manière totalement indépendante, sans aucun problème. En tout cas, vous me confirmez ça, Walid, hein, Tout à fait. Bah, de toute façon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai écrit Qu'est-ce que j'ai fait au paradis après. Donc, fatalement, en fait, dans l'ordre, ça se plaît, la majorité des actions de Qu'est-ce que j'ai fait au paradis se passe avant. Mais en vérité, d'ailleurs, c'était pour moi une difficulté parce que comme je tenais tellement à ce roman, à nos destins sont liés, je voulais tellement qu'il existe et je croyais tellement à cette saga que du coup, je voulais pas l'abandonner. Je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe avec, du point de vue des autres personnages? En fait, je parlais du personnage de Malek dans une phrase enfin, racontée du point de vue de Salem. Mais en fait, je tenais tellement à ces personnages que j'avais envie, en fait, de raconter ce qui se passe. Et puis voilà, sans spoiler ce qui s'est raconté dans le, dans le premier roman. Mais c'est vrai que voilà, ce qui s'est passé aussi en France en 2015, etc. À un moment donné, je me suis dit, en fait, voilà, il faut aussi raconter ces voix-là. Et voilà, j'avais envie, du coup, de prendre le personnage qui se rapprochait plus de cette voix-là, et c'était Malek. parfait. Geneviève, c'est à toi. Il faut que tu actives le micro et ça devrait être bon. Sinon, on passe à Sandra, en attendant que Geneviève revienne. Allez, Sandra, c'est à toi. Non, Geneviève est là, c'est bon. Pardon. Geneviève, c'est à toi.
Bonsoir Walid, bonsoir Emmanuel et bonsoir à tout le monde. Walid, je suis très heureuse de te retrouver. Bon, Walid, je l'ai connu l'année dernière pour le prix Orange du livre avec Qu'est-ce que j'irai faire au paradis. C'était un des premiers livres que j'avais lu qui m'avait subjuguée et qui est resté jusqu'au bout, celui que j'ai défendu bec et ongles. Et j'ai été très heureuse de lire Là, nos destins sont liés. Alors moi, Walid, ce que je voulais te poser comme question, bien qu'Anthony en ait déjà parlé, me semble-t-il, moi, ce qui me fascine, c'est la manière que tu as de lier effectivement les personnages, de mettre dans un chapitre un tout petit détail qui renvoie à quelqu'un d'autre. Et je me dis, mais est-ce que c'est voulu tout de suite ou est-ce que c'est en relisant que tu rajoutes un petit truc qui relie les personnages entre eux? Bonsoir Geneviève, écoute, ravi d'échanger. Encore merci pour le soutien, ma mission, qu'est-ce que j'ai à faire au paradis et renouvelé aujourd'hui pour son nouveau roman. En fait, les deux, j'ai envie de te répondre les deux. En fait, souvent, tout départ, j'ai l'ambition de raconter, de lier effectivement les histoires, mais après coup et au fur et à mesure, effectivement, des réécritures, je m'aperçois, en fait, finalement, c'est comme du tricot, quoi. J'essaie d'avoir des liens de plus en plus serrés. Et en fait, parfois, voilà, j'ai comme des éclairs. Je me dis, mais en fait, euh, peut-être que tel passage pourrait se passer à ce moment-là. Par exemple, dans l'histoire où Mathieu raconte sa rencontre avec Céline. À un moment donné, il parle d'un couple qu'il voit dans la rue se balader et qui s'embrasse comme s'ils n'allaient jamais se revoir. Et bien, en fait, plus tard, lors de l'écriture du chapitre sur Salem, je me dis, mais en fait, cette scène-là, en fait, en termes de timing, ça pourrait correspondre au moment où Salem et Estelle se disent adieu. En tout cas, où se revoient, pardon. Et voilà, en fait, ça se fait à la fois par entre guillemets, une volonté préméditée, puis aussi par une forme d'opportunisme au fur et à mesure des relectures. En tous les cas, je l'ai noté et je pense que tes livres, il faut absolument les lire à fond parce que si on loupe un passage, si on tourne une page trop vite, on loupe des trucs très importants. Bah, merci. Non, c'est vrai qu'en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que comme je voulais pas avoir non plus un pavé de 700 pages, il y avait aussi la question, voilà, d'arriver à densifier le texte parce que là, honnêtement, bon, ça fait 420 pages, c'est déjà un gros texte par rapport aujourd'hui à ce qu'on fait. Hein. Parfois, on voit des livres de 100 pages qui sont édités. Mais du coup, pour pas être trop long, ben, il fallait densifier et du coup, faut être très précis. J'ai envie de dire, là, j'arrive à un moment où il y a presque plus une phrase que je peux enlever. Et voilà, c'est un roman qui aurait pu en être 3, voire 5. Hein. Donc voilà. Merci. Sandra, c'est à toi. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Walid, et bonsoir Emmanuel aussi. J'avais une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la langue, l'importance de la langue et le fait que vous étiez sensible à la langue de certains auteurs. On a bien compris, je pense, que vous aimez multiplier les personnages pour trouver des identités, des tempéraments, des profils différents, et aussi par la musique, vous avez rajouté. Mais est-ce que aussi parce que moi, c'est ce qui m'a frappé dans votre roman, c'est toute la richesse de la langue en premier lieu. Est-ce que la multiplicité des personnages, elle peut être aussi motivée par justement ce besoin, cette envie de travailler la langue, de travailler des langues, des langages différents? Bonsoir Sandra, merci beaucoup pour cette question. Oui, je vous confirme, hein, l'idée vraiment des 5 voix, c'était d'avoir vraiment 5 manières d'écrire différentes. C'était d'avoir des tons et des lexiques assez différents. Et c'est vrai que là où, par exemple, moi, je suis satisfait, enfin, je vois une forme de progression, en tout cas quelque chose où je suis allé encore plus loin dans le projet littéraire sur ce deuxième roman par rapport à qu'est-ce que j'irais faire au paradis, c'est que donc, qu'est-ce que j'irais faire au paradis, même si Malek, parfois, et la langue, je la laisse un peu partir, mais elle reste une facture finalement très classique. J'avais essayé de privilégier plutôt le récit et le fond avec une histoire voilà, qui, qui, qui avait un certain nombre de challenges là-dessus, mais du coup, sur Nos destins sont liés, où on est moins, en tout cas sur la fin, sur quelque chose de très tendu, j'avais besoin du coup, à contrario, d'avoir 5 personnages qui soient très très identifiables sur la langue. Euh, et en fait, pour moi, ça correspond aussi, voilà, à ce qu'est la littérature, c'est-à-dire, voilà, on parle souvent de Louis-Ferdinand Céline, on peut parler aussi, voilà, d'auteurs plus récents. Et en fait, je pense qu'on reconnaît aussi la littérature à sa capacité à s'emparer des mondes à travers la langue. Alors, je sais bien qu'Annie Ernaux a dit que
tant que transfuge de classe, il faut avoir la langue la plus minérale possible et tout. Et non, moi, au contraire, moi, je pense que, en fait, il faut au contraire essayer de quelque part enrichir la langue, la transformer et participer finalement à cette réécriture, j'ai envie de dire, du roman national par ça. Et c'est vrai que voilà, tout à l'heure, je parlais avec Anthony de mon parcours personnel. C'est vrai que voilà, le fait d'être français d'origine algérienne, d'avoir déjà dès très tôt naviguant de plusieurs langues, d'avoir habité plusieurs années en Amérique latine, aux États-Unis, d'avoir changé de milieu social très souvent. Du coup, forcément, ce qui frappe, c'est la manière de parler des gens. Sans forcément parler, par exemple, même dans des milieux bourgeois, par exemple, si vous prenez des gens qui travaillent dans une boîte du CAC 40 versus des gens qui travaillent dans le monde de l'édition, par exemple, le truc qui me fait toujours rire, c'est tous les mails commencent par cher. Cher Walid, ceci, cela. En fait, moi, je ne disais jamais cher dans un mail avant de côtoyer des gens dans la culture. Donc, bon, c'est des détails, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, pour moi, la question de la langue, elle est primordiale dans la capacité, en fait, à la fois à faire littérature et aussi à créer des univers. Et aussi, enfin, dernière chose, c'est que j'avais aussi envie de donner une forme de lettre de noblesse à certains lexiques, à certains parlers, voilà, que j'ai vu quand j'étais adolescent notamment. Et je rajoute, au niveau de la langue, il y a aussi une question de narration, parce qu'à chaque chapitre, il y a une différence de narration. Il peut y avoir un narrateur personnage, il peut y avoir un tutoiement, le narrateur peut se parler à lui-même, une deuxième personne, une lettre, un commentaire de blog. Il y a une multiplicité de narration quand même qui est assez fascinante, et c'est ça aussi peut-être qui donne encore plus de rythme au récit. Et on parle souvent de page-turner, c'est un page-turner, clairement. On a véritablement envie de savoir ce qui va se passer ensuite par rapport à tous ces personnages, mais aussi par rapport au rythme de narration, aux différentes narrations que vous utilisez. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Comment vous avez construit ça? Est-ce qu'il y avait une volonté particulière de changer de voix et de changer de voix, peut-être parfois aussi de voix intérieure en réalité? En fait, ce qui se passait, c'est que, par exemple, pour créer un roman choral, parce que je me suis beaucoup intéressé à la question sur, voilà, je parlais d'Ali Smith, mais aussi plein d'autres auteurs. Je pense à Sabri Louata avec Les Sauvages, là, en 2012, qui était aussi une très belle trilogie, etc., qui était un beau page turner. Et en fait, souvent dans les romans chorales, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quasiment pas de récit à la première, enfin, de point de vue à la première personne, parce que justement, en fait, l'écrire de point de vue omniscient permet du coup de lier plus facilement les personnages. Je sais pas, quand vous lisez, comment ça s'appelle, bon, peu importe, mais en tout cas, la difficulté pour moi, c'était à la fois de garder la voix des personnages, donc permettre effectivement des choses à la première, à la deuxième personne, mais en même temps de permettre d'avancer dans le récit, parce qu'en fait, c'est très difficile à la fois d'écrire des choses à la première personne, en même temps de multiplier les points de vue. Donc, il fallait que je crée forcément des liens entre les personnages, donc ça passait par euh, aussi effectivement des échanges par d'autres biais. Et pareil sur la langue, par exemple, le personnage de Salem, la majeure partie de ces chapitres se passe écrit du point de vue de la troisième personne, donc un ton un peu plus neutre. Mais après, j'avais besoin qu'on rentre dans son univers, et j'avais besoin d'une forme de rupture de ton sur la langue, etc. Donc forcément, il fallait que je passe par le biais de la lettre. Pareil, quand on va dynamiser la narration avec des textos, avec des messages vocaux laissés, c'est des choses aussi pour accélérer la narration. Et aussi pour du coup sentir la tonalité des personnages, l'intensité, etc. Et tout ça, en fait, encore une fois, on en revient sur la musique, c'est un peu doser chacun des instruments. Et à contrario, et c'est vrai que ce que disait Emmanuel tout à l'heure est très vrai, c'est que parfois, il faut faire attention aussi de ne pas aller sur un truc qui est too much, parce que, encore une fois, en fait, écrire, c'est avoir une conversation. C'est-à-dire que moi, en tant que romancier, j'ai toujours eu l'ambition d'être lu. Et si vous voulez être lu, donc il faut être capable aussi d'être entendu et d'être compris de vos lectrices et de vos lecteurs. Donc c'est vrai que voilà, la frontière elle est fine entre créer son univers, son lexique, ses voix, et de l'autre côté aussi être compris par les gens qui vous lisent. En tout cas, c'est très réussi une fois de plus. Sophie, c'est à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Walid, bonsoir Emmanuel. Je suis ravie encore une fois d'assister ce soir à ce Vlil qui promet, enfin qui est très prometteur. Walid, enchantée de faire votre connaissance. Je ne connais pas votre écriture, je vais la découvrir, je pense, dès demain, voire dès ce soir. Je suis ravie en fait voilà, de vous rencontrer. Et une question venant de la banlieue parisienne, tout comme moi. Avez-vous été aidé par des professeurs? Avez-vous, est-ce que voilà, vous avez ou un mentor dans l'éducation, enfin un prof qui vous a donné cette envie d'écrire, qui vous a passionné pour quelque chose, quelque matière que ce soit, et voilà, c'est ma question. Sophie, merci de votre question et bonsoir, enchanté également de faire votre connaissance.
Je pense qu'il y a la figure d'Estelle, hein, qui est un personnage hyper important dans le roman, qui est un professeur et voilà, qui est un peu l'incarnation justement de cette idée, voilà, de mentor et de personnage qui va justement guider un des personnages qui a un rôle assez central. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, alors, avec l'éducation nationale, j'ai toujours un rapport assez ambigu. C'est-à-dire que, à la fois, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je pense notamment à ma prof de quand j'étais en première S. Moi, j'ai fait S. Alors, pas forcément parce que j'aimais tant que ça la physique et la bio, etc. Mais c'est parce que c'était la filière des bons élèves. J'étais bon élève, donc il fallait faire S. Et puis voilà, quel travail on fait après à bac L? Il n'y a pas de boulot. Donc voilà, en fait, finalement, je fais un parcours assez classique de quelqu'un qui en a une popularité, qui fait des études. Et donc voilà, je me rappelle de Madame Dixmier, effectivement, c'était une des premières, voilà, quand je rendais mes dissertes, à me dire, Walid, en fait, tu sais vraiment écrire, etc. Et à contrario, c'est vrai que parfois, en fait, on voit bien qu'en éducation nationale, on peut avoir aussi des situations où finalement on est un peu formaté et puis on regarde pas au-delà des cases. Et c'est vrai que par exemple, typiquement, quand je suis entré en CP, en fait, mon père avait des suites de santé en Algérie, on était allé pendant l'été. Je suis arrivé avec 2 mois de retard. Et en fait, la maîtresse d'école avait décrété que j'apprendrais jamais à lire. Donc, elle avait voulu que je retourne à la maternelle, et puis c'est ma mère qui m'a appris à lire à la maison. Et finalement, 2 mois plus tard, j'étais premier de la classe, et voilà, c'était un peu mon moment, entre guillemets, assez fondateur et tout. Donc, à la fois, oui, j'ai eu des enseignants qui ont été incroyables et qui m'ont guidé et qui ont permis, ouais, d'être là où je suis aujourd'hui. Je pense aussi à un enseignant, voilà, qui m'a encouragé à passer les concours pour les écoles de commerce. Une époque où, voilà, j'étais dans mes études et je n'étais pas vraiment dans le bon endroit, en tout cas, ce qui me correspondait pas. Donc oui, il y a eu des grandes rencontres. Et puis en même temps, on est quand même dans une machine qui met les gens dans des cases. Et parfois, quand on est un peu entre plusieurs cases, c'est pas évident de trouver sa place. Je rebondis sur cette question puisque Estelle, j'en suis sûr, faisait partie des 9 personnages. Parce qu'en effet, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur elle. Elle dit, je vous cite, je me suis rendu compte que la vraie réussite d'un enseignant, c'est de réussir à intéresser un public qui n'est pas conquis d'avance. Et elle parle également de ces affectations, la difficulté pour les jeunes enseignants, mais plus particulièrement pour ceux qui ont l'impression d'hériter d'une mauvaise affectation. On aurait cru que j'étais envoyé en première ligne de front. Première ligne du front. Ouais. C'est intéressant aussi, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend évidemment chez de nombreux enseignants et de jeunes enseignants, mais cette phrase, elle est belle dans l'effet d'intéresser un public non conquis. Non, comme je le disais, hein, moi, je me souviens, en tout cas, quand j'étais au lycée, d'une enseignante qui était prof de maths et très clairement, elle était là parce qu'elle n'arrivait pas à trouver de boulot. Elle nous l'a dit, c'est le premier jour. Donc, en plus, on était plutôt dans une bonne classe. On n'était pas dans un bon lycée, mais on était dans une bonne classe. Et voilà, je me suis dit que c'était quand même assez fou comme situation. Et du coup, moi, comme c'était ma réalité, pour moi, on n'était pas spécialement dans une ville sinistrée. Pour moi, c'était juste le quartier où j'habitais. C'était mon lycée. Je voyais pas ça d'un œil spécialement négatif. C'est finalement plus tard, quand je suis parti faire mes études à Paris, que j'ai compris, pardon, finalement là où j'avais étudié. Mais c'est finalement la question de la violence sociale qui intervient aussi quand on sort de son milieu d'origine et quand on va ailleurs. Bon, plein d'auteurs qui ont déjà écrit là-dessus et très brillamment. Et à contrario, effectivement, il y a des professeurs, je parlais de ces professeurs de français quand j'étais en première, qui voilà, le voient vraiment comme un sacerdoce et qui poussent le truc et qui vont aller chercher des élèves qui peut-être à un moment donné voient même pas leur propre qualité. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de freins psychologiques. Moi, ce qui m'a vraiment frappé plus loin dans mes études, c'est le fait à quel point, en fait, il y a des personnes pour qui, voilà, des critères d'excellence, c'est juste quelque chose de normal et ça fait partie d'un parcours, tandis que d'autres personnes, même des choses très très simples, ils ont l'impression que c'est le bout du monde. Et c'est vrai que moi, par exemple, pendant mes études supérieures, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est que j'ai fondé une association de coaching d'orientation scolaire où il y avait comme on dit maintenant, des role models, parce que en fait, j'avais été tellement en fait frappé par cette différence que du coup, ça m'avait donné envie, voilà, d'agir là-dessus. Mais c'est vrai que la littérature, c'est aussi un lieu pour raconter ces questionnements-là. Que vous nous feriez le plaisir de nous lire un premier extrait, Walid. Ouais, bien sûr. Alors, je vais lire un extrait qui parle de Ronnie. Donc, Ronnie, c'est notre personnage qui habite à Stein et qui est notre rappeur, mais aussi pétri de littérature. Moi, ce que je préférais et que je ne regretterai jamais, c'était ces premiers soirs d'été qui paraissaient ne jamais vouloir se terminer, ou ces fins d'après-midi de printemps où le ressentez déjà de la douceur dans l'air. Dans les paysages lunaires d'Austin,
dans ces façades grises où les paraboles tournées vers ailleurs germent comme des fleurs, dans ce bout de ville dans la ville, oublié de tous, jusqu'au moment où les cœurs s'embrasent, on ne trouve a priori rien de commun avec les décors enchanteurs des récits algériens de Camus, Djemila, Tipaza, Alger, Oran, et toutes ces villes de pierre et de mer qui n'ont rien fait de mal pour mériter les hommes et leur jeu de sang. Pourtant, les découvrant il y a 2 mois dans Nos, un bouquin laissé par ma sœur Lisa après son déménagement, rien ne m'a jamais paru aussi familier que ces lieux où se confondent vent, terre et poussière pour rendre au mot liberté son sens premier. Télescopage inattendu. Je me suis retrouvé de nouveau adolescent sur ce scooter en compagnie de Malek, grisé par l'air brûlant s'engouffrant entre mes doigts. J'avais 15 ans et la certitude que les limites n'étaient qu'un leurre. Un sentiment forgé à mon fort intérieur dans ces discussions à bâtons rompus sur la place éclairée du feu de camp de nos imaginaires. On refaisait le monde avec notre vision décalée. On appelait le bonheur par son petit nom. On oubliait l'avenir sombre que d'autres nous promettaient et on rêvait aussi fort que nos pupilles pouvaient se dilater. Chacun son histoire, chacun son cas particulier. Et pourtant, tous soudés comme des points de suture. La voix rocailleuse de Joe Star aurait fredonné. Croyant que la galère nous ralliait sous une bannière, croyant que la galère faisait de nous des frères. Souvent, Malek avait le dernier mot, me clouant le bec d'une réplique inattendue, au moment où je croyais qu'il ne m'écoutait plus, comme cette fois où, évoquant le sort de mon grand-père poursuivi pour une branche de trop à son étoile dans l'Europe des années rouges et bruns, il s'est exclamé « Ma parole, ta famille, c'est le bordel d'histoire à domicile. Pire, c'est Sarajevo. » Mon blase de rappeur était trouvé. Merci. Agnès, c'est à toi. J'ai une question à laquelle vous avez commencé à répondre partiellement avec Emmanuel, mais j'aimerais qu'on détaille un petit peu plus le cœur. Donc, ce roman, vous avez commencé à l'écrire il y a 20 ans. Moi, j'aimerais savoir quel travail s'est fait pendant ces 20 ans. Est-ce que c'est un roman qui a mûri? Est-ce que il a mûri, puis vous l'avez repris avec Emmanuel? Emmanuel peut aussi répondre, hein. Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit, qui s'est réécrit petit à petit? Tout à l'heure, on citait Flaubert qui travaillait ses textes pendant des années. Anthony a parlé tout à l'heure dans le chat de saga. Est-ce qu'on va retrouver des parties de ce livre sur un 3e tome de la saga avec certains personnages qui n'ont pas été développés? C'est une question qu'on est plusieurs à se poser. Enfin, voilà. Et aussi, est-ce que l'époque va évoluer? Parce que les 2 premiers romans se passent entre 2004 et 2005, à peu près, dans ces eaux-là, même s'il y a des allées-venues, mais quand même, est-ce que l'époque va aussi changer? Est-ce que cette période-là est charnière pour vous aussi au XXIe siècle, tout simplement, à différents endroits, mais est-ce que c'est un moment charnière qui vous fascine, qui vous, en tout cas, qui vous passionne, au point d'en écrire encore plusieurs romans? Merci pour cette question. Non, le roman a quand même beaucoup évolué depuis la première époque. En fait, la toute première version de ce manuscrit doit dater de fin 2005. Et à l'époque, honnêtement, c'était plus une sorte de recueil de nouvelles qu'un roman très abouti. J'avais commencé à l'envoyer. Et en fait, dans la vie, toute une question de timing. Et c'est trop comment je l'ai envoyé, c'était le lendemain des révoltes / émeutes de 2005. Donc, je pense que j'ai aussi eu le premier intérêt du monde éditorial. Parce que je m'appelais Walid et parce que c'était à ce moment-là. Et du coup, c'est vrai que c'était une chance, en même temps peut-être une malchance, c'est-à-dire que c'était une chance parce que du coup, il y avait des gens qui me sont dit c'est une sorte de filon, ah bah tiens, on va publier ce truc-là. Et en fait, quand on me demandait de retravailler le texte dans une direction, moi je persistais dans une certaine vision du texte, c'est-à-dire que j'avais pas envie, par exemple, d'en faire juste une histoire entre guillemets qui se passe dans une cité en banlieue, alors que c'était ce qu'on me demandait, parce que moi j'ai envie de la vision vraiment d'écrire une fresque, d'avoir en fait une vision d'un roman total. Et du coup, c'est un peu ce côté un peu têtu et ce côté un peu obtus sur ma vision du roman qui a fait que ça n'a pas été édité plus tôt, parce que en fait, je savais que ça ne serait pas édité dans la forme que je souhaitais. Du coup, au fur et à mesure en fait de demandes et puis aussi de ma propre évolution, j'en ai écrit plusieurs versions. Je pense qu'il y a eu un tournant, ça a été effectivement autour de 2013, où en fait j'étais arrivé au bout. En fait, ça faisait 10 ans que j'avais commencé à écrire le texte. J'avais commencé à écrire en 2003 et j'en ai écrit déjà plusieurs versions. Et je m'étais dit bon, là j'arrive au bout d'un truc et en fait c'est pas assez loin pour que ça soit patrimonial et c'est trop près pour qu'on n'ait pas l'impression que je raconte un truc déjà has-been. Du coup, je me suis dit bah il faut que j'écrive autre chose. Et en fait,
et aussi, comme en fait, on me faisait des reproches en me disant, ah oui, mais ce roman, il est compliqué, c'est polyphonique, pourquoi tu ne nous écris pas un truc simple avec un personnage français d'origine maghrébine qui, à 20 ans, elle se pose des questions sur son identité. Bon, c'était pas ce que je voulais écrire, donc je me suis dit, bon, on va plutôt prendre un pas de côté, on va laisser ça. J'étais aussi dans un moment de ma vie professionnelle qui se passait bien, et du coup, voilà, c'était peut-être un tout petit peu moins prioritaire. Et puis voilà, la vie vous rattrape. Il y a eu 2015, il y a eu les attentats à Paris, il y a eu des choses aussi dans ma vie personnelle qui sont passées. Et voilà, la littérature a repris le dessus. Et il y avait plus beaucoup de choses qui avaient du sens pour moi à un moment donné. Et une des seules choses qui avait encore du sens, c'était de raconter des histoires. C'était à la fois parce que ça me semblait réparer quelque chose du monde et aussi en moi, parce que c'était un moment de ma vie où j'ai perdu une sorte un peu de mode d'emploi du monde et de moi-même. Et finalement, voilà, et même d'ailleurs, 2 jours avant d'avoir la nouvelle de la publication, enfin, une bonne nouvelle d'Emmanuel, j'étais à New York, j'étais en vacances à New York et j'avais décidé d'arrêter d'écrire en français. Je dis pas du tout ça pour être dramatique et que c'est pas très grave, il y a plein de, le monde aurait pu très bien se passer de mes livres, hein, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'étais arrivé au bout d'un chemin, j'avais écrit 2 romans et je voyais bien que c'était 2 bons romans, en tout cas parce que je suis lecteur depuis longtemps et je sais quand même juger. Mais je voyais quelque chose qui bloquait et finalement, voilà, c'est une question de timing et le truc s'est débloqué là. Et voilà, que quand Qu'est-ce que j'irais faire au paradis a été bien accueilli, je sentais que l'autre roman n'était pas tout à fait abouti sur la structure, qu'il y avait quelque chose d'un peu trop compliqué, quelque chose qui était peut-être un peu trop, comment dire, ouais, complexe. Et je pense qu'en fait, aussi avec le recul, je pense que c'était aussi une réaction de quelqu'un voilà, qui a grandi en banlieue parisienne et qui avait la vingtaine et qui a commencé à écrire. Et j'étais tellement frappé par la médiocrité des choses qu'on publiait et des assignations et du fait qu'on voulait que des sortes de petits récits biographiques que du coup, j'ai voulu faire quelque chose peut-être de trop compliqué, de trop littéraire. Et en fait, arrivé à 40 ans passés, en revoyant le texte, je me suis dit, non, en fait, là, il faut le déplier, en fait. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est trop complexe et en gros, vous savez, c'est comme un joueur de foot à un moment qui se met à faire des dribbles au milieu du terrain, alors qu'en fait, il faut juste qu'il fasse une passe vers l'avant. Voilà. Et du coup, j'avais pas envie de faire voilà, le jongleur, j'ai envie de faire vraiment de construire du jeu, comme on dit. Et voilà, et après, je pense qu'aussi la publication du premier et tout ce qui s'est passé autour, voilà. Geneviève tout à l'heure parlait du prix Ranjoli, du prix concours du premier roman, ça a débloqué quelque chose. Et je me suis aussi fait confiance. Et voilà, Emmanuel et toute son équipe aussi m'ont accompagné, voilà, dans ces derniers mètres. Et c'est peut-être les derniers mètres les plus difficiles pour une œuvre. Et pour répondre sur la deuxième partie, oui, mon idée de départ, en fait, c'était de raconter une génération sur 20 ans, donc c'est de les amener à aujourd'hui. Donc j'ai déjà dans ma tête où est-ce que je veux aller. C'est juste que la réalité a dépassé la fiction sur tellement de choses que voilà, il faut que dans ma tête j'arrive à tout remettre ensemble. Et puis après aussi voilà, j'ai d'autres projets, voilà, peut-être avec un pas de côté sur cette saga que j'ai en tête. Mais en tout cas, c'est vrai que dans ma tête j'ai déjà le prochain, voire les 2 prochains tomes. Au début, je pensais que ce serait 3, mais ça sera peut-être 4. Mais en tout cas, j'ai envie d'emmener tous ces personnages sur 20 ans. Et ce qui est drôle, c'est que, par exemple, le personnage de Salem, qui a 30 ans, à l'époque où j'imaginais ce personnage, moi j'avais 22 ans, et 30 ans, ça me paraissait un âge canonique, en fait. Et maintenant, voilà, j'en ai 42, et du coup, je me dis, waouh, j'ai fait faire ces choses-là à 29-30 ans, c'était quand même assez couillu. Et enfin, il y a une dernière chose aussi, c'est que j'ai commencé à écrire il y a 20 ans, mais en fait, il a beaucoup évolué. Et aussi, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, j'ai gardé un peu des choses qui sont de l'ordre de la fougue et aussi des choses que j'ai osées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je pense que j'oserais moins inventer certains personnages parce qu'on est dans une époque, vous savez, les sensitivity readers, est-ce que vous avez le droit d'écrire sur telle chose, etc. Donc, il y a des sortes d'examens comme ça constants. Alors qu'à 20 ans, en fait, pour moi, la littérature, c'était infini. Donc, pour moi, j'aurais pu raconter que j'étais un homme born du 15e siècle et raconter une histoire là-dessus et il n'y a pas à me challenger, quoi. Maintenant, c'est plus compliqué. Donc, j'ai réussi à garder cette part de risque et d'audace de 20 ans et en même temps y apporter le métier de quelqu'un de plus âgé qui était aussi voilà, soutenu, accompagné et qui a connu une certaine reconnaissance. Oui, c'est pour ça que je vous ai posé ma première question sur justement la limite, le risque, parce qu'en effet, il y a 20 ans et aujourd'hui, les romans auraient pu être vraiment totalement différents. Ce qui est drôle, juste pour une petite anecdote là-dessus, c'est que parfois, en fait, on s'imagine que la part de fiction, elle est. Enfin, par exemple, bon, j'adore le rap, etc. En tout cas, un certain rap d'une certaine génération. Mais typiquement, la scène qui se passe, la scène, par exemple, de casting de rap où je raconte avec Ronnie, etc., c'est un truc qui est complètement fictif. C'est une chose qui est quelque chose
qui est inspiré d'une chanson que j'ai imaginée. Alors, je me suis un peu documenté, je savais que ça se passait comme ça. Et ça, par exemple, j'ai eu des gens qui m'ont dit, ah, mais ça se voit qu'on vous connaissait, oui, il faut écrire là-dessus et tout. Et par contre, j'ai été critiqué, je sais pas, sur la scène, voilà, d'un déjeuner bourgeois à Versailles. Pour le coup, ça, je suis une école de commerce, donc voilà, c'est des milieux que j'ai fréquentés. Et ça, pour le coup, c'est peut-être un truc qui est un des trucs les plus proches de la réalité qui est dans le roman. Donc, parfois, en fait, de part, en fait, ce que vous dégagez, ce que vous représentez, les gens, en fait, vous donnent une licence poétique sur les mauvaises choses. Et je rebondis sur la question de l'éditeur, parce qu'il y a quand même un passage savoureux de Mathieu Vincent, donc, qui écrit un roman qui s'appelle Du bleu des lèvres. Et je me suis posé la question quand Emmanuel tout à l'heure a dit que ce n'était pas le titre initial. Est-ce que Du bleu des lèvres était le titre initial de ce livre? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le cas ou pas? Vous m'entendez, Walid? Oui, oui, non, non, non. Bah, du coup, je sais pas si c'est Emmanuel voulait répondre. Tu Non, non, peux non. répondre. Pardon? Tu peux répondre, Non, non, tu non, le sais. en fait, non, non, c'est un passage qui date d'il y a très longtemps. Et en vérité, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que la réalité a dépassé un peu la fiction. Parce qu'au départ, en fait, si vous voulez, c'est que quand moi j'ai imaginé cette scène, c'était vraiment vers le tout début du livre. En fait, c'est juste parce que ce personnage-là, ça me paraissait un personnage complètement buté et qui se saborde totalement tout le temps. Donc, en fait, ça me semblait totalement logique qu'à partir du moment où il y a une première ouverture avec une maison d'édition, qu'il y a un truc qui se passe mal. Et en plus, comme on est dans tout un discours aussi autour du capitalisme dans le roman qui, entre guillemets, s'aborde et, entre guillemets, je dirais pas corrompt tout, mais en tout cas, veut tout transformer, ça me semblait complètement logique que Mathieu, qui est un personnage qui est très à fleur de peau, avec une histoire très personnelle dans ce roman-là, et lui, il pense écrire un roman, et en fait, il va dans ce truc-là et on lui dit, ouais, non, mais en fait, on veut mettre ça dans la collection vécu contemporain. Et c'est là, peut-être, où il y a une petite transposition avec des situations que moi j'ai vécues, finalement, après l'avoir écrit, c'est ça qui est drôle, où, voilà, je voyais bien que j'avais des gens en face de moi qui ne me voyaient pas en tant que romancier, mais juste en tant que quelqu'un qui va décrire une réalité sociologique donnée, un point T, un moment T, pardon. Je vais lire le passage pour que tout le monde puisse bien comprendre. Voilà, donc Mathieu va chez son éditeur. Et donc, Walid écrit « Pêle-mêle, il m'a suggéré de changer le titre, de mettre en avant les éléments donnant une dimension plus actuelle au récit, de créer davantage d'empathie pour le protagoniste principal et de changer la fin qui, à ses yeux, n'est pas assez conclusive. Au fond de l'aquarium, j'ai dû attraper les yeux effarés du poisson rouge parce qu'il s'est empressé d'ajouter, tout en pliant le manuscrit dans le sens de la longueur, le préparant ainsi à son martyre futur. Croyez bien que nous mesurons le déchirement qu'occasionnerait de tels changements, mais sans même évoquer les milieux de jeunes auteurs qui aimeraient être à votre place aujourd'hui, pensez à vos illustres prédécesseurs. » Puis, dans un geste large vers la bibliothèque derrière lui, « Pensez-vous qu'ils aient eu un chemin moins difficile, qu'ils n'aient pas eu à rogner un peu sur leur ego pour que littérature se fasse ? Écrivain, ce n'est pas un métier, c'est un sacerdoce. Vous le savez aussi bien que moi, Mathieu Vincent. » On est d'accord que c'est bien vous, Walid, là. Il y a des situations vécues, là. Oui, ouais, bon, après. Bon, écoutez, on va laisser quand même une part pour la fiction, sinon c'est pas drôle. Oui. Donc, on précise donc que ce n'est pas la situation vécue avec Emmanuel Colas, hein, évidemment. Sinon, Non, il y non, non, aurait non, livre, hein. je n'ai jamais fait Précise, ça. hein. Voilà. Bien au contraire, bien au contraire. Bien au contraire. En revanche, je suis d'accord avec lui quand il écrit ça. Ça arrive souvent. On imagine. No comment. No comment. Anne, c'est à toi. Bonjour, bonsoir. Alors moi j'ai eu un peu de mal avec votre roman au début. J'étais perdue et j'étais pas surtout très émue. Je ne sais pas pourquoi. Et puis finalement c'est Salem qui m'a beaucoup touchée, et d'ailleurs du début à la fin. Mais je pense qu'on a peut-être tous nos chouchous. En revanche, j'ai très vite, à la lecture du roman, j'ai très vite visualisé les lieux. D'abord, j'ai travaillé à la Défense, j'ai travaillé à Paris, et évidemment, je me suis posé une question que peut-être d'autres se posent. Est-ce que vos personnages doivent rester des personnages de papier, ou est-ce que vous avez le projet, l'ambition, l'envie qu'un jour, ce roman soit transposé à l'écran? Bonsoir Anne, merci pour votre question, votre retour de lecture. Je conçois tout à fait, hein, pour un roman choral, de toute façon, c'est tout le défi, honnêtement. La grande difficulté que j'ai toujours eue, c'était de toute façon comment est-ce qu'on commence. Parce qu'en gros, si on fait des chapitres trop longs, en fait, on rentre dans un tunnel, du coup, on perd aussi
on perd aussi le lecteur. Si on fait des choses très courtes, du coup, il faut trouver des choses qui sont assez signifiantes pour décrire le personnage qui forcément va apparaître sous forme d'archétype. Parce qu'en plus, je prends des personnages qui sont vraiment des archétypes, quoi. Les jeunes filles de Versailles, les transfuges de classe, des cadres à la défense, un rappeur. Donc là, c'est très casse-gueule, en fait. Donc il faut vraiment être très fin dans la narration pour pas en faire un truc, une sorte de mauvais sitcom, quoi. Et du coup, forcément, l'installation, ben, je pense qu'elle est réussie, mais après, je peux tout à fait entendre que ça prend un peu de temps pour entrer dedans. Ouais, et même, par exemple, je vous parlais de Sourire de l'eau de Zadie Smith. La thèse de Zadie Smith, Sourire de l'eau, tout début, moi, j'avais un peu de mal à entrer dedans pour la langue pour plein de raisons. Une fois que j'étais dedans, waouh. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Je pense juste qu'il y a une difficulté de l'époque et aujourd'hui, on a des lecteurs qui sont très impatients. Alors, je remercie du fond du cœur les gens qui ont lu, qui ont commenté, etc. et tous les avis, etc. Mais c'est vrai que parfois, je vois bien qu'il y a tellement une production aujourd'hui éditoriale tellement importante qu'il y a aussi la tentation de lire des livres très très vite. Alors on lit le début, on lit la fin, on lit tout en diagonale, on a l'impression qu'on a lu le roman, puis on donne un avis. Et en fait, alors que moi, c'est pas ma conception de la littérature, et c'est vrai que forcément, du coup, ça prend un peu de temps au départ. Mais voilà. Et effectivement, après, ben oui, l'histoire de Salem, évidemment, est un point un peu central du roman, parce que ceci, le personnage, pour moi, c'était intéressant ce personnage, parce que souvent, si vous voulez, c'est qu'on a tendance à voilà, mettre un peu ces personnages de self-made men, un peu, voilà, dès que quelqu'un s'est fait tout seul, entre guillemets, on lui donne une sorte de caution héroïque, etc. Euh, et moi, j'avais envie de montrer justement un personnage qui doute, un personnage qui se remet en cause, un personnage qui remet en cause justement ce qui peut individualiste en se disant, finalement, j'ai réussi, mais est-ce que j'ai réussi dans la vie, mais est-ce que j'ai réussi ma vie? Et est-ce que je suis resté fidèle à finalement qui je voulais être et est-ce que voilà, j'ai pas oublié quelque chose qui était plus grand que moi? Et en fait, et pour répondre, oui, sur les questions cinématographiques, moi, en fait, j'écris avec des images dans la tête. D'abord parce que je pense que c'est générationnel et aussi parce que même si j'ai beaucoup lu, c'est vrai que je suis un enfant de la télé. J'ai passé des heures innombrables devant la télé quand j'étais enfant et aujourd'hui, j'ai une culture. Voilà, j'ai même repris les études il y a quelques années. Je fais une licence de cinéma justement pour apporter un complément. Je fais ça par le CNED et c'est vrai que voilà, évidemment, moi, je vois ça comme une série sur plusieurs saisons avec des personnages et je vois Anthony qui dit qu'il a déjà le casting. Mais voilà, effectivement, je verrais bien Tahar Rahim interprétant Salem, ça marcherait bien. Ah, j'avais mis Roche Dizem, mais en effet, tu as Raïm et Ouais, plus bon, moi j'aime beaucoup Roche Dizem. D'ailleurs, oui, la j'aime veine beaucoup des Roche Dizem. Mais d'ailleurs, il y a un film de Sami Bouadjila, avec Sami Bouadjila, qui s'appelle Vivre me tue, qui est extrait d'un roman. Et en fait, il y a un petit clin d'œil par rapport à cette histoire, parce que dans ce livre-là, enfin, qui est devenu un film, il y a l'histoire de deux frères, et il y a l'histoire d'un frère qui attend l'autre sur le quai d'une gare. Et bref, et donc il y a aussi un petit clin d'œil par rapport à ce film-là. Voilà. Parfait, parfait. On a nos castings, c'est bon, tout est prêt. Il y a page 58, un très beau passage aussi sur l'adolescence. Vous avez cette faculté aussi à mettre, à insérer des phrases qui disent tout d'une situation, d'une thématique. Il n'y a pas besoin parfois d'en faire trop. Et c'est peut-être là aussi où vous êtes doué sur le côté, c'est peut-être en effet la question des nouvelles que vous abordiez tout à l'heure. C'est peut-être là aussi où vous avez un talent encore plus particulier. Je vous cite page 58. L'adolescence me semble avoir été au contraire une course effrénée où, atteints de daltonisme, nous n'avons jamais su faire la différence entre le feu rouge et le feu vert. Ça résume en grande partie cette adolescence de n'importe qui en réalité, d'un petit peu tout le monde, où la notion de limite entre l'interdit et l'autorisation est flagrante. Je pense surtout qu'en fait, on a besoin, en fait, quand on est adolescent, de tester ses limites. Je pense que c'est ce qui fait en fait aussi la construction de personnalité. On a besoin d'être dans la transgression, on a besoin de tester des choses. C'est juste que voilà, selon le milieu dans lequel on grandit et selon son contexte, disons que ce test peut être plus ou moins fatal. Alors bon, on va pas faire une digression sur l'actualité de cet été, mais je pense que vous avez compris à quoi je faisais référence. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai observé quand j'étais par exemple quand j'étais étudiant, j'étais prof particulier et je donnais des cours, voilà, j'ai donné des cours vraiment dans plein de milieux sociaux. Et d'ailleurs, c'est très amusant et c'est vrai que ça m'a aussi aidé pour l'écriture, etc., observer de l'intérieur toutes ces familles et ce rapport avec l'école et tout ça. Et c'est vrai que je vois bien qu'il y a quand même dans tous les milieux sociaux, dans toutes les familles, les adolescents, voilà, testent quelque chose. C'est juste que voilà, quand on vit dans un quartier populaire et quand on voilà, notamment voilà, quand on est d'origine maghrébine ou africaine, c'est vrai que tout de suite, ça peut la friction peut être très forte et le retour de bâton peut être très fort. Et c'est vrai que
que notamment dans le contexte du personnage, je pense que ça prend tout son sens. Parfait. On va parler aussi un petit peu d'identité, parce que je sais que ce n'est pas un roman sur l'identité, mais il y a quand même Oui, certaines bribes, évidemment. Je pense notamment à cette phrase qui est frappante, parce qu'en effet, j'y avais peu pensé, où il y a cette phrase qui dit « Mais restez tranquille, que vont dire les Français ?» Repensant à cette mise en garde, Salem a un sourire amer. Jamais il n'a perçu aussi clairement à quel point ces 8 mots et 2 signes de ponctuation racontaient tout du tourment de ses parents. Les choses se seraient-elles passées différemment s'il avait compris plus tôt que les Français, c'était eux aussi? Est-ce qu'il y a cette notion de difficulté à assimiler, à comprendre que ces immigrés étaient véritablement français? Mais je parle de leur part et non pas d'autrui, parce qu'en effet, de la part d'autrui, on a compris que c'était apparemment très difficile. Mais de leur part, on a l'impression qu'il y a cette négation, comme si c'était une négation aussi personnelle. En fait, je pense qu'il y a une sorte de double malentendu. En tout cas, je pense qu'il y a une génération qui pensait très sincèrement qu'à un moment donné, ils allaient retourner au pays. Moi, je prends le cas de mon père. Mon père, il avait en 64 en France. Il a suivi ses frères voilà, qui travaillaient en France pour subvenir aux besoins de sa famille en Algérie. La vie a fait que voilà, il est resté. Il a eu un premier mariage, un deuxième ensuite avec ma mère. Moi, je suis né en France. Et c'est vrai qu'il y a eu constamment cette question du retour au pays, en tout cas pour lui. Alors pour moi, déjà, je voyais pas de retour, parce que pour retourner quelque part, il faut en être. Donc moi, j'avais toujours très clair dans ma tête que voilà, j'étais de France. Mais c'est vrai que du coup, je pense que constamment, cette idée dans le discours que finalement, on vient d'ailleurs, et qui était, à l'époque, on peut aussi parler d'une génération voilà, née fin des 70, début des années 80, etc. C'était dans le discours. Et je pense qu'il y a eu ensuite un glissement au bout d'un moment, en fait, je pense qu'il y a eu un moment de réalisation pour cette première génération immigrée qu'en fait, il n'y aurait jamais de retour. Il n'y aurait jamais de retour parce qu'en fait, et c'est ce que je raconte aussi dans Qu'est-ce que j'ai à faire au paradis, quelque part, de manière un peu différente, c'est que finalement, comme je dis souvent, et ce que je fais dire en fait dans un autre passage par Lisa qui parle plutôt de choses en rapport avec l'identité juive, c'est que vous avez déjà en fait ce dont ils ont besoin, c'est pas d'un avion, c'est d'une machine à remonter dans le temps. C'est-à-dire ce dont ils rêvent, c'est pas de retourner dans un endroit, c'est de retourner dans une époque. Moi, par exemple, j'ai habité 1 an au Mexique en 2006, et quand je suis retourné, en fait, j'étais assez déçu. Parce qu'en fait, j'avais envie de retrouver le Mexique de quand j'étais étudiant, dans une ambiance un peu auberge espagnole. Et en fait, si vous voulez, ce contrat-là, qui était une sorte de double malentendu entre les immigrés qui pensaient qu'ils allaient repartir, et puis finalement, la France qui les voyait comme des outsiders, en fait, ce malentendu a mis beaucoup de temps à se dissiper. Et je pense que le point un peu de basculement positif, ça a été la Coupe du Monde 98, avec voilà, France Black. Vous m'avez fait vibrer en repensant à ce moment où Zidane embrasse 4 fois le blason. Ah ouais, voilà. Et du coup, il y avait un côté presque, moi je sais que c'est à ce moment-là, il y avait un côté presque blasphématoire. C'était un côté, waouh, en fait, c'est quand même hyper fort. Il y a un côté, ouais, en fait, on est vraiment d'ici et tout, et c'était fou, en fait. Et moi, je sais que, par exemple, j'ai vraiment réalisé à quel point j'étais français, c'est quand j'ai commencé à vivre à l'étranger. Parce que, en fait, dans un certain nombre de choses, de rapport à la langue, même de modèle social, par exemple, pour l'Amérique latine, voilà, j'adore le Brésil, le Mexique, tous ces pays-là, mais c'est des pays, en fait, par exemple, on est dans un truc beaucoup plus instantané, on ne croit pas trop au modèle social, on croit que les inégalités sont des choses qui sont normales et qui n'ont pas vocation à être forcément corrigées. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses dans ma conception qui étaient à la fois très françaises et même européennes. Et en fait, c'est vrai que d'entendre ce discours constamment au bout d'un certain temps, ça empêche aussi de s'installer dans une forme de citoyenneté, mais c'est pas mais c'est un discours qui a une certaine logique. Et en même temps, moi, quand je vois mes amis qui étaient en école de commerce et qui s'installent aujourd'hui à Singapour, à Dubaï, je sais pas où, ils sont entre Français. Ils sont entre Français. Quand j'habitais à New York pendant 1 an et demi, mes colocs étaient français, la majorité des gens que je connaissais étaient français. On bossait, d'ailleurs, à l'époque, je bossais en banque, on bossait dans la même banque. Personne ne s'était dit, tiens, on n'est pas en train de s'intégrer, quoi. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je rebondis aussi sur cette question d'identité. Il y a une autre phrase un petit peu plus loin dans le livre, page 232, qui m'a frappé, et j'aimerais que vous la posiez à vous-même aussi. J'aimerais que vous y répondiez. Quand les lumières du théâtre de nos sociétés s'éteignent, une fois qu'on est délivré du regard d'autrui, que reste-t-il de soi face au miroir, dans la loge de son intimité?
Ouais, je pense que c'est une phrase qui est difficile. Je pense que ce qui reste finalement, c'est une valeur, c'est des valeurs et une vision du monde. Je pense que c'est qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin, à quoi on croit en fait. Par exemple, moi je sais que ce roman, il me tenait vraiment à cœur et j'avais vraiment envie qu'il existe parce que ça raconte aussi une vision que même si voilà, on a des destins singuliers, même si on ne se ressemble pas en tout, alors ça paraît peut-être très naïf, hein, mais je pense qu'il y a quand même des choses à sauver dans quelque chose de commun et que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Et du coup, voilà, moi je pense que intrinsèquement, il y a cette envie de, voilà, de raconter ces histoires-là, de les raconter avec lucidité, avec nuance et sans angélisme, mais voilà, en tout cas, moi, c'est ce qui me reste. Et voilà, moi, j'ai la quarantaine et finalement, on va se dire, par rapport à l'expérience de vie d'une personne sur cette terre, je fais la moitié du chemin. Et donc, je me dis, bah, pour la deuxième moitié du chemin, j'ai envie de contribuer à continuer dans cette voie-là. Et c'est vrai que cette phrase-là, pour moi, elle est très importante dans le roman parce que je pense qu'aujourd'hui, j'étais l'année dernière pour une résidence d'écriture pendant 3 mois aux États-Unis sur un campus américain et je suis frappé à quel point, en fait, les gens, ils s'enferment dans des boîtes de plus en plus petites. Donc, par exemple, moi, quand j'étais adolescent, c'était plutôt la question des origines ethniques, la nationalité, etc. Maintenant, c'est la question du genre. Et autant, je trouve ça hyper important et hyper nécessaire de se poser la question d'assumer sa différence et tout ça. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que les gens, ils deviennent finalement ils réduisent leur individualité, leur singularité à quelque chose de plus en plus petit et qui est dicté finalement par un regard extérieur. Dire, est-ce que, par exemple, que veut dire, par exemple, je sais pas moi, être d'origine maghrébine, être noir, être gay, si on est délivré, si par exemple on est dans une société dans laquelle il n'y a plus de préjugés, où il n'y a plus de racisme, où il n'y a plus d'homophobie. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Parce que j'ai l'impression qu'on est dans des constructions d'identité qui sont finalement parce qu'il y a du rejet. Mais je me dis, une fois qu'on enlève ce rejet-là, par exemple, quand je suis au Brésil, bah, en fait, je suis entre guillemets blanc. Parce que les Arabes, enfin les Maghrébins, tout ça, en fait, la classification n'est pas la même. Et du coup, finalement, il y a plein de situations qui n'existent pas. Et donc, je vois bien qu'en fait, cette identité, c'est un truc artificiel qui est créé par l'extérieur. L'identité raciale, c'est une construction sociale, c'est pas réel. Enfin, la couleur de peau, ça définit pas un individu. C'est en effet limpide. C'est limpide. Alors, en Sandra. tout cas, moi, ça me paraît pas, j'ai pas l'impression de, voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont écrit des choses depuis des siècles sur le sujet avec beaucoup d'acuité et je sais pas, et parfois c'est un peu désespérant. J'ai l'impression voilà, qu'on manque de clairvoyance et de dire des choses finalement qui me semblent très, très simples. Sandra, c'est à toi. On ne l'a pas dit, mais c'est quand même un grand roman aussi sur le rapprochement des individus, le rapprochement. C'est un roman, je ne vais pas dire un roman d'amour, hein, on ne va pas exagérer non plus, hein, Un peu quand même. mais je trouve qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'humanité, d'humanisme dans ce roman ça explose en fait. J'ai l'impression que c'est encore autre chose. Il y a beaucoup de choses dans ce roman. Il y a beaucoup de choses et beaucoup d'émotions qui se mêlent et beaucoup de peuples qui se mêlent, beaucoup d'individus, d'individualités. Et je trouve que c'est au-delà d'un roman polyphonique. C'est au-delà de ça. Sandra, c'est à toi. Oui, alors ma question s'éloigne hein, de ces questions précédentes, mais je suis impressionnée par le temps passé déjà avec vos personnages et le temps que vous allez encore leur consacrer. Et en fait, je me posais la question un peu comme ça, est-ce que parfois vous n'en avez pas marre en fait de vos personnages? Vous n'en avez pas assez? Un peu comme on peut être excédé peut-être par, je sais pas, certains membres de notre famille en fait, un peu comme s'ils appartenaient Tu veux à te votre confesser, famille. Sandra, ce soir? Pardon? Tu veux te confesser, Sandra, ce soir? Non, pas du tout, pas du tout, non, non. Et à contrario, est-ce que le fait de continuer l'aventure avec eux, ça n'est pas aussi reculer le moment où vous allez les laisser partir, un peu comme quand on doit laisser partir avec douleur certains membres de notre famille aussi? Non, en fait, comme je vous disais, en fait, comme pour moi, dans ce que je raconte à travers ces personnages, quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que ça participe aussi voilà, de la vision de la littérature, mais la vision du monde, en fait. Donc pour moi, il y avait quelque chose de très important. Voilà, Anthony a choisi quelques phrases. On n'était pas du tout concerté, mais c'est vrai que c'est des phrases pour moi qui sont très importantes. Et en fait, c'est des choses pour moi qui me semblaient tellement en fait importantes à raconter, et qu'en fait, ces personnages-là me semblaient le véhicule le plus abouti que j'ai réussi à créer.
Et en fait, je les côtoie depuis tellement longtemps que je m'en lasse pas de la même manière que je me lasse pas de mes amis de 20 ans, quoi. Après, ce qui est vrai, en revanche, c'est que la vision que j'avais, par exemple, de ces personnages de la Révolution au tout début, quand j'imaginais sur 20 ans, à l'épreuve du temps, en fait, il y a certains personnages que je vois, entre guillemets, plus importants ou où j'imagine plus développés que d'autres parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus intéressant à dire autour d'eux. Euh, et que peut-être qu'il y a des personnages, en fait, qui sont des personnages principaux là, mais qui passeront plus au second plan. Par exemple, j'aimerais beaucoup, il y a le personnage de la sœur de Céline qui fait son coming out voilà, à un moment dans le roman. Et je me dis que ce serait un très bon personnage enfin, pour la suite du roman. Je pense qu'il y a plein de trucs à raconter autour de ça. En tout cas, voilà, parce que aussi moi, j'ai été témoin dans ma vie, voilà, de situations. Je me dis, voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas l'habitude de raconter. Il y a des choses assez fines, des choses compliquées. Et je me dis, ça mérite d'avoir sa place dans la littérature. Et il y a d'autres personnages où je me dis, bon, finalement là, peut-être que je trouvais ce sujet-là hyper intéressant, mais peut-être que j'ai pas envie de raconter, je sais pas, Jean que Mathieu devienne un écrivain à succès, parce que j'ai pas envie de raconter l'énième roman, enfin l'énième personnage d'un écrivain de 40 ans déprimé parce que il n'arrive pas à écrire, enfin j'en sais rien. Quoi. Donc c'est plus par rapport à l'évolution des personnages, quoi. C'est dommage parce qu'il aurait été différent, Mathieu Vincent, j'en suis persuadé. Mais non, mais justement, mais je pense pas forcément qu'il va prendre ce chemin-là. Hein. Je dis juste que il faut juste réfléchir à où est-ce qu'on emmène le personnage. Mais typiquement, par exemple, c'est vrai qu'on parle de temporalité, j'ai pas l'ambition de rester sur 2005. Et typiquement, la temporalité qui se passe après, qui est intéressante, c'est autour de la crise financière de 2008. En fait, il y a cette temporalité, crise financière de 2008, élection d'Obama. Puis après, on a tout un basculement sur, entre guillemets, la fin d'une sorte de mondialisation heureuse, qui est voilà autour de 2015. En fait, on voit que le monde qu'on avait imaginé se défait. Pour moi, voilà, ma grande utopie, mon mai 68, c'était l'Union européenne, c'était Erasmus, c'était l'ouverture des frontières et tout ça. Et puis on voit bien qu'on est dans un moment d'histoire qui a un peu fait le deuil de ça. Donc qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on réinvente comme utopie? J'ai failli à tous mes devoirs, j'ai oublié la photo de groupe, alors on va la faire maintenant. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est bon, tous les livres sont là, magnifique. C'est bon, parfait. Alors justement, Walid, par rapport à ces personnages, une question terrible pour vous, mais il va falloir en choisir un. Il va falloir choisir le personnage qui vous façonne le plus, celui dans lequel en tout cas vous vous sentez le plus proche. Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot quand même? Est-ce qu'il y en a un qui vous ressemble, tout simplement? Est-ce qu'au contraire, il y a une somme de personnages qui vous ressemblent? Mais si vous deviez en retenir un seul, ce serait lequel? Déjà, je pense que ouais, dans chacun des personnages, il y a un peu de moi, il y a un peu. Enfin, moi, ce que j'aime bien dans des personnages qui sont éloignés de moi, c'est aussi exprimer peut-être des parts de ma personnalité. Je sais pas, quand j'avais 20 ans, j'étais quelqu'un assez studieux et plutôt réservé, etc. Et donc, j'aimais bien, par exemple, l'extravagance d'un personnage comme Mathieu ou Céline qui se permettait d'envoyer balader tout le monde, etc. Je sais pas s'il y a peut-être un personnage, mais peut-être que deux. En fait, je pense que quelque part, Salem et Mathieu, c'est peut-être finalement un peu les deux pôles de ma personnalité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a ce côté cerveau gauche, cerveau droit, quoi. Donc c'est un peu comme ça. Je suis à la fois, comme m'avait dit un ami, il m'a dit, mais de toute façon, toi, tu es un peu un mix du Robert revanchard et du Babtou fragile qui écrit des livres. Donc voilà, ça résume un peu l'idée. Après, en vérité, voilà, je suis aussi un peu, euh, comment dire, fonceur comme Céline et aussi, voilà, jusqu'au boutiste comme Lisa, etc. Parfait, très bonne réponse. Geneviève, c'est à toi. Pardon. Alors d'abord, pardonnez-moi pour l'écran noir que vous avez à la place apparemment de moi. Ce n'est pas de mon fait. J'essaierai de régler ça pour la prochaine fois. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne me cache pas. Walid, par rapport à tous les thèmes abordés, par rapport à tous les thèmes abordés dans ton livre, je me disais qu'il serait intéressant qu'il puisse être présenté dans les établissements scolaires, enfin dans les lycées, je veux dire. Est-ce que tu as des invitations en ce sens? Est-ce que tu as déjà travaillé avec des lycées en France? Alors, j'ai eu la chance d'être invité, c'était en début d'année, enfin, il y a quelques mois, pardon,
dans un lycée à Charleville-Mézières, donc avec 3 classes de première, donc c'était vraiment chouette. En fait, ce qui est vraiment chouette, c'est évidemment, bon, vous l'avez compris, j'adore parler du fond. Voilà, on parlait là d'identité, on parlait de politique, d'amour, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, quand vous rencontrez des lycéens, eux, ils sont sur l'histoire, quoi. Donc ils demandent, mais pourquoi Malek il a fait ça et pourquoi Kathleen ceci et tout. Donc c'est un truc assez fascinant parce que eux, ils rentrent vraiment dedans. Donc oui, j'ai eu des invitations effectivement à Charleville-Mézières, j'avais été voir quelques classes. Récemment, on avait été présenté avec Emmanuel Colas au réseau diffuseur, en fait, le livre, donc il y a quelques mois avant la sortie. J'avais pareil une personne qui travaillait dans un établissement qui me disait qu'elle aimerait bien que je vienne présenter. Effectivement, bon, à l'époque, elle me parlait de qu'est-ce que j'irais faire au paradis. Mais oui, oui, bah, disons que s'il y a un roman, en tout cas, que j'aimerais bien que ce soit lu par des gens plus jeunes, c'est effectivement Nos destins sont liés, parce que je pense qu'aussi, ce qu'il y a dans ce livre aussi, c'est une époque, voilà, comme je disais encore une fois, on- on réduit les individus à des cases de plus en plus petites. Je pense que c'est important aussi. Le rôle de la littérature, c'est aussi de les emmener ailleurs, de montrer les ponts qui existent et que finalement, même s'il y a des singularités dans les destins, il y a beaucoup de similarités dans les expériences humaines. Finalement, les grandes émotions humaines, elles sont un peu les mêmes pour tout le monde. Tout à l'heure, on parlait je crois que c'est Sandra qui parlait de la perte, voilà, on parlait de l'amour, on parlait de chercher sa place dans le monde, etc. Tout ça, c'est des sentiments qui sont très universels et parfois qui sont un peu oblitérés par cette question qui est un peu omniprésente, voilà, autour de l'identité. Donc oui, évidemment, c'est un roman qui parle d'identité, mais c'est pas un réduit, c'est pas un roman qui parle que d'identité. C'était ça que je voulais dire par rapport à ça. Oui, c'est pour ça, il y a énormément de thèmes qui, à mon avis, sont très importants pour les lycéens, pour les faire réfléchir. Et lycéens banlieue et hors banlieue. Ah oui, oui, non, mais Absolument. tout à fait. Enfin, ça, c'est au contraire. Enfin, moi, au contraire, moi, je suis toujours très, très ému et très touché quand voilà, j'ai des gens qui m'écrivent et qui ont vécu des réalités très, très éloignées, hein, des personnages que j'évoque dans mes romans. Parce que je pense que c'est ça, le rôle de littérature, c'est de créer des ponts. Voilà, je parlais tout à l'heure, je parlais de l'exemple de Joseph Joffo, et je pense que les romans, voilà, protègent aussi, entre guillemets, en tout cas, la littérature peut contribuer à protéger de l'intolérance et de tout plein de choses là dans le monde. Alors, c'est pas encore une fois un peu naïf de dire ça, mais en tout cas, moi, c'est mon expérience. J'ai vu qu'il y avait des morceaux de rap à l'intérieur du texte. Est-ce qu'il y a chez vous cette envie aussi de développer ça, peut-être, des textes poétiques, du slam? Il y a quand même ce flow chez vous qui est très intéressant. Est-ce que vous avez eu envie? Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que vous travaillez dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui germe par rapport à ce nouveau genre pour vous? En fait, bon, encore une fois, comme une de mes sources d'inspiration pour l'écriture, c'est venu par le rap, en tout cas un rap qui était plus lettré, hein, encore une fois, comme je le disais. Donc, c'était pas très compliqué pour moi voilà, d'écrire quelques mesures de rap, etc. pour Ronnie, parce qu'il fallait aussi, c'était aussi une manière de rompre aussi. Tout à l'heure, on parlait de la question narrative. C'était un peu faire passer des messages en rompant le ton de la première personne, parce qu'on est rentré encore dans un deuxième niveau, en fait, de voix intérieure, finalement, à travers la poésie. Après, non, moi, je j'ai jamais eu les velléités voilà, d'écrire de la poésie. Par contre, oui, de la prose poétique, oui, je pense que très clairement, alors, il faudrait faire sur des textes plus courts, plutôt sur des nouvelles ou sur des romans très courts, parce que tenir, à un moment donné, bon, c'était dans une autre version, Qu'est-ce que j'irais faire au paradis, il y avait quelques dizaines de pages, il y avait quelque chose qui était presque slamé pendant 30 pages sur Malek et tout ça, mais c'est vrai que à la lecture, ça peut être quelque chose qui peut être un peu lourd, donc c'est des objets qui sont différents. Par contre, oui, si un jour, il y a des chanteurs français, des chanteuses françaises qui ont besoin d'un parolier, hein, je pourrais leur écrire des chansons, je pense que c'est possible, mais c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. J'aimerais qu'on revienne une petite seconde sur Matthieu, cet écrivain du dimanche. C'est intéressant cette phrase, hein, l'écrivain du dimanche. Est-ce que vous avez vous aussi eu ce sentiment de faire de la littérature sans vouloir aller jusqu'au bout, être un petit peu comme lui? Alors, il se définit comme un loser. Il y a une chute magnifique d'un passage par rapport à Céline. Bref, ça, je vous laisse parce que j'ai déjà lu beaucoup de passages et j'aurais pas dû parce que il faut quand même vous laisser sur 400 pages, vous avez quand même assez à faire. Mais est-ce que vous vous identifiez aussi à ce personnage-là d'écrivain qui ne se pense pas écrivain, qui ne se pense pas poète, ce complexe peut-être c'est pas complexe, c'est pas le mot que je cherchais, ce syndrome de l'imposteur, voilà, c'est ça.
Bon, évidemment, dans ce personnage-là, il y a quelque chose d'évidemment très accentué. Et puis, j'avais besoin aussi d'un personnage qui soit dans une sorte de, tu sais, de rupture. En fait, pour moi, c'est un peu le personnage dans Matrix, quoi. Tout au début, en fait, c'est un personnage qui vit dans des horaires décalés et qui, en fait, est dans l'attente de sa vocation. Il voit bien qu'il est à côté de sa vie. Dans Neo, dans Matrix, en fait, il attend qu'il y ait une sorte de prophétie qui se réalise, mais il ne sait pas vraiment c'est quoi. Et il passe, du coup, il vit complètement en rupture et même physiquement, en fait, j'imaginais comme ça, très pâle, etc. Euh, je pense que je ne dirais pas qu'il y avait un syndrome de l'imposteur, mais en tout cas, je pense que j'ai mis beaucoup de temps à m'autoriser à écrire. Parce que, encore une fois, pour moi, les écrivains, c'était des gens morts, c'était des gens appartenant dans d'autres milieux. Je connaissais personne, en fait, même qui était dans la création. Euh, Par exemple, voilà, parfois, on voit dans certaines interviews, je sais pas, Léa Seydoux qui va dire oui, quand j'avais 17 ans, j'ai rencontré un ami de mon père qui était cinéaste. Là, je me suis dit waouh, il est cinéaste paraguayen. Bah non, mais moi, dans mon entourage, il n'y a pas de cinéaste paraguayen. Vous imitez très bien Léa Seydoux, hein. Bon, Léa, love sur toi, on t'aime quand même, c'est pas grave. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, évidemment, comme en fait, autour de soi, on n'a pas forcément de modèles qui sont dans la création, où ça paraît pas des métiers qui sont payés, et qu'en fait, on est simplement dans quelque chose de l'ordre de la survie, en fait. Hein. En fait, moi, j'ai fait des diplômes, pas forcément par plaisir au départ, c'était par nécessité, parce qu'il fallait, entre guillemets, se sauver soi-même, et sauver sa peau, sauver les siens aussi. Donc, le fait de s'autoriser à écrire, déjà, c'était quasiment une ordre de tabou, parce que c'était comme si, euh, euh, en fait, tu vas passer ton temps à faire quelque chose qui n'est pas productif et qui va pas dans le sens de se sauver soi-même. Alors que peut-être que se sauver, c'est vraiment, c'est là, en fait, on peut se sauver, c'est par la réalisation de soi. Donc, je pense il y avait ce syndrome de l'imposteur, et puis aussi ce que j'expliquais, toutes les questions sociales, voilà, il faut bien se souvenir, comme dans les années 90, un peu le dîner de con permanent qu'il y avait à la télé, c'était on invitait un jeune de banlieue, un rappeur, et puis on passait la moitié du temps, on passait la moitié du temps à un peu comment on dit en anglais, le roaster, c'est-à-dire voilà, faire des vannes, et puis la personne n'avait pas forcément les codes. Donc, il y avait ces trucs-là et tout. Et du coup, et pareil, quand on a commencé à inviter des écrivains et tout, moi, je me rappelle une phrase assez dingue, et c'était Bernard Pivot qui demande à Rachid Jaïdani s'il a vraiment écrit son roman. Donc, et je me suis dit, j'avais jamais vu ça. Et Dieu sait que pourtant, on sait qu'il y a plein de gens qui n'écrivent pas leurs romans, parmi les gens très, très connus. Et du coup, il y avait tellement ce truc-là, il y avait tellement une sorte de poids le jour où je sors un truc, il faut que ça soit dingue, quoi. Je peux pas, en fait, juste sortir une petite historiette d'un mec, voilà, qui raconte sa petite vie, il prend la RER, il va à Paris. Non, non, ça va, c'est pas possible. Du coup, pour moi, c'est mon imposteur, il était, est-ce que je suis capable? Parce que moi, en fait, quand je suis dans une rentrée littéraire, je me dis pas, je mesure à Rachid Benzine. Je me dis, moi, je mesure à Camus. Vous voyez? Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, dans ce syndrome de l'imposteur-là, c'est quand on vous met dans des cases de plus en plus petites et qu'en fait, quand vous, dans la littérature, c'est à l'infini. C'est ça la difficulté. Après, le personnage de Mathieu Vincent, il est intéressant parce que ça exporte la question du syndrome de la page blanche et tout ça. Et tout ce qui est autour de ça, d'un moment donné, qu'on passe à l'acte et tout ce que veut dire aussi la figure de l'écrivain dans un pays comme la France. C'est quand même, voilà, on a des. Comme je dis toujours, être écrivain en France, c'est comme être footballeur au Brésil, quoi. Vous avez un panthéon incroyable, donc il faut être à la hauteur. Et Mathieu Vincent, c'est aussi un adorateur de la cartomancie. C'est des passages aussi qu'on aime beaucoup, ça, où vous citez, si même les cartomanciennes sont prises au dépourvu, le monde court vraiment à sa perte. Ce chapitre-là aussi sur la cartomancie, il est surprenant parce qu'il y va en effet sans aucun rêve et il en ressort peut-être différent. D'où vous est venue cette histoire, ce personnage de cartomancienne qui est à la fois lunaire et en même temps très intelligente, très subtile, très limpide dans son explication. Si on ne joue pas, on ne gagnera pas. En fait, bon, c'est quelque chose qui est à la limite, on va dire, entre la fiction et la réalité. Alors, pas forcément moi directement, mais en tout cas, c'est une histoire que j'avais entendue, etc., sur quelqu'un qui était voir une cartomancienne. Mais juste ce que je vois beaucoup dans cette idée des gens qui pratiquent les arts divinatoires, c'est que finalement, très souvent, ces gens-là ont en fait, la capacité à cerner la psychologie des gens et appuyer sur le bon bouton. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce passage-là, c'est que c'est cette idée que parfois, juste une phrase, ça permet de débloquer une situation, effectivement,
Mathieu Vincent, donc c'est un personnage qui était abandonné, donc quelqu'un qui est abandonné, c'est-à-dire que originellement, en fait, l'amour maternel, qui est quand même la chose la plus puissante au monde, il en a été privé. Donc il a été privé du plus grand moteur qu'un être humain peut avoir dans la vie à la base. Donc comment est-ce que si on est privé de ça, on peut croire en soi? C'est très difficile. Donc voilà, donc il a ses propres insécurités et ses propres failles, et du coup c'est vrai qu'il a besoin d'une forme de parole, et du coup forcément il faut que ce soit mystique, parce que finalement s'il est libre Dieu, on va lui dire que de toute façon il est prédestiné à l'échec. Donc il est obligé forcément besoin d'avoir quelque chose de mystique pour croire en lui-même. Parfait. Alors, si personne d'autre n'a d'autres questions, on va terminer cette rencontre avec un deuxième extrait, Walid, si vous voulez bien. Bien sûr. Alors là c'est Céline, et elle parle de Mathieu parce qu'effectivement c'est un roman qui parle d'amour, et l'amour c'est très important. Avant Mathieu, tu avais toujours pensé que l'amour n'était qu'une vaste escroquerie, un odieux complot d'Hollywood, des Gary Lafayette et des Cato. Et puis il y a eu lui. Lui, ses chemises faussement fashion, son sourire blasé, son sale caractère, ses pirouettes idéalistes déçues et ses mots tendres qu'il t'a rarement dit avec la voix. Quand tu as senti les premiers papillons te chatouiller du ventre jusqu'aux amygdales, tu as compris que tu étais dans un sacré pétrin, que c'était le truc contre lequel petite fille croyait encore au conte de fées, ta mère t'avait mise en garde. Alors, tu préfères ne pas savoir. Tu préfères lui laisser le bénéfice du doute. Tu n'as pas attendu après lui pour le garder. Tu n'as pas attendu après lui pour faire ton sac. Pour l'instant, il n'en sait rien. Vous êtes recroquevillés l'un contre l'autre comme deux cuillères à l'anguille. Il ne se doute pas qu'une fois que tu seras lassé de ce rêve sans sommeil, tu te lèveras d'un pas décidé, tu prendras ces petits riens qui faisaient que tu te chantais chez vous et tu t'en iras. Ta caresse dans ses cheveux le laissera amer, à peine moins que tes derniers mots. Il y répondra quelque chose de son cru, une formule mensongère aussi aigre que poétique. Tu ne croiras pas, ou du moins tu feras mine de ne pas le croire. Ça ne t'empêchera pas dans l'escalier d'espérer 2 bonnes secondes que la porte s'ouvre derrière toi. Un espoir vain. Dans l'escalier, t'en feras tomber ton masque. La vieille dame, alertée par le bruit, verra par le Judas ton visage ruisselant de larmes. T'en feras tomber ton bagage. Quoi de plus normal quand tu sais que de l'amour, il a gardé les poignets. Tu t'agripperas violemment à la rambarde, le degré d'inclination de ton corps, une réponse directe à l'inclinaison de ton cœur, qui imprimera sur tes lèvres les mots douloureux d'Alicia. I keep on falling in and out. L'amour, une chute qui éparpillera tes affaires sur plusieurs étages. Merci, Walid. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, et Emmanuel ne tarit pas d'éloges sur vous, et on la comprend à présent quand on vous a lu. Je suis vraiment ravi de vous avoir découvert avec ce roman-là, et on a hâte de découvrir les prochains. Merci Emmanuel, merci Walid, merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous tous. Et portez-le avec nous. On a besoin de vous. On va le faire. Merci. Merci à tous. Merci pour cette rencontre. Merci infiniment. Bientôt. Et bravo Walid. Merci. Bravo Walid. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.